Là, au départ, on a vraiment joué sur l'idée du rat de laboratoire. Il était vraiment pris au départ par une grue. Il l'emmenait à 30 mètres de haut. Il le prenait vraiment comme une espèce de rat de laboratoire qu'on mettait dans les cuvettes. Donc, là, vraiment, le spectateur était vraiment tout autour, un peu plus proche. Et donc, du coup, il y avait vraiment l'idée de l'expérimentation et le spectateur complice de ça. Et il était aussi dans la boîte. Et il était aussi dans la cabine téléphonique, comme dans l'éprouvette. Vous avez pu visionner? Et là, du coup, comme on l'a réadapté en salle, en 4 jours, tout ce que la création, on l'a fait en 5 jours, et là, la réadaptation, elle fait en 4 jours. Donc, c'était très très vite. C'est ce qu'on appelle aussi de la performance ici, mais l'acteur est bon. L'acteur est bon. L'acteur, il avait 2 ans de scène. Et l'auteur, c'est là le texte, c'est pas évident. Et donc, c'est aussi comment créer la disproportion aussi de l'espace, dans un tout petit espace, donner l'impression aussi, comment en quelques pas, on donne l'impression de la distance aussi. Et là, avec le plateau, d'être trop loin, il y avait un rapport où il fallait quand même essayer d'attraper aussi le visage de la personne, ses expressions, une espèce de mise en abîme aussi qu'on pouvait avoir à l'intérieur, d'être plus dans l'expérimentation. Et donc là, l'idée qu'il soit comme attrapé par des caméras de surveillance. Du coup, là, on s'est dit qu'il fallait un peu rapport à la caméra. D'être tout seul perdu sur le plateau avec ça fonctionnait. Et donc, il fallait essayer de choper quand même l'attention, l'eau aussi, la perdition. Donc, quand il se retrouve à moitié noyé, chopé par l'eau jusqu'au moment de l'aveu, on avait besoin de sentir son regard, ses expressions. On était moins dans ce rapport-là, dans la rue, paradoxalement. On pouvait être plus proche. On était dans la rue, il y avait quelque chose de plus physique, parce que le spectateur pouvait s'approcher, il était debout. Et alors que là, au théâtre, on est là, on ne bouge pas, et puis chacun à sa place, assis, dans le noir, éclairé. C'est pas du tout le même rapport, en fait. Et d'ailleurs, au sujet de l'eau, je crois qu'il y avait eu une question pour l'eau. Qui avait... Je crois que j'ai une question. Oui, allez-y. Moi, c'est une question technique de comment vous avez beaucoup d'essais parce que c'est fou à quel point l'eau elle arrive bien au bon niveau, au bon moment. Vous avez fait des tests pour savoir comment ça pouvait se remplir, combien de temps ça durerait, comment vous avez besoin de temps pour que ça arrive à quel moment. Et bien effectivement, là, c'était notre régisseur qui est assez érudit là-dessus, on a eu très peu de temps. Du coup, on a acheté des espèces de grosses cuves, en fait, qui étaient des grosses cuves à shampoing. On ne les a même pas achetées, on les a récupérées parce qu'on a eu très peu de budget pour ce spectacle-là. On l'a acheté, il l'a récupéré sur le bon coin, la cabine, elle coûte 60 €. Il a tout nettoyé, enfin vraiment tout. Les grosses cuves, c'était des cuves à shampoing, elles étaient gratos. Donc vraiment tout nettoyé, tout lavé, enfin c'est que de la récup, c'était vraiment... Et après, là, le plus dur, ça a été quand on s'est retrouvé au théâtre 14, où là, il a fallu essayer de faire passer l'eau par en dessous, tout le système, et là c'était la grosse galère, parce qu'il y avait des fuites partout, c'était horrible. Et puis il a fallu reconsolider par en dessous le plateau, parce qu'en fait c'était trop lourd, donc ça manquait de faire le plateau n'était pas assez percé de percer le plateau. Donc il a fallu reconsolider par en dessous en mettant du métal, enfin c'était la grosse galère. Et tout ça dans les 4 jours? Ah si, et tout ça dans les 4 jours? Ouais, en fait les 4 jours on a passé notre temps à faire que de la technique quasiment. Et le pauvre, donc on était à côté de la cabine, on essayait de reprendre les repères techniques de jeu, en fait, de jeu, mais pas dans la cabine en fait. Et on a eu une après-midi pour le faire. Tout a été fait très rapide, et après il y a intermédiaire tout de suite. Donc c'est-à-dire pour refinir son prénom Bertrand, il a dû se jeter à l'eau. Ah ben c'était oui. Après nous on faisait des répétitions techniques, du coup comme en allemande, tu te mets là, tac, tu es à côté de la cabine, et tu te mets à côté du plateau, tu es là, tu reprends tes repères, tu mets un bout de scotch, comme à l'opéra. Quand on a fait le spectacle à l'hôtel du Châtelet, c'est comme à l'opéra. Tu es dans une salle l'histoire du soldat, tu répètes à côté, au 104, dans une petite salle, tu mets des bouts de scotch au sol, tu n'as pas ton décor tu l'as pendant une semaine, mais pendant une semaine, tu as les musiciens qui arrivent après,
de toute façon, t'as que 3 jours réels avec le décor. Donc tu es obligé de penser le décor, c'est-à-dire où tu vas placer les musiciens, et tu bosses qu'avec les bouts de scotch, et tu mets tous les acteurs dans les bouts de scotch, tu montes la maquette, et tu dis là, ils vont être là, ils vont être là, ils vont être là. Tu as intérêt à tout bien placer. Et tout le monde doit visualiser exactement la même chose pour qu'une fois qu'on est dans le décor, on va dedans. Donc faut bosser vite. Quoi. Et il faut être très précis. C'est une bonne mémoire. Et alors, donc, la première qui a eu lieu de moins que rien, en fait, c'était vraiment la première fois qu'il disait presque le texte avec tout le décor et tout ça. Ouais. Il n'y a pas eu vraiment de répétition. Très peu. Très peu. C'est ce qu'on appelle de la performance. Oui, parce qu'il y a quand même le jeu, mais il y a aussi tout ce rapport au corps. Tout ce rapport au corps, à l'eau, parce que pareil, aussi, il avait très peur aussi, parce qu'en fait, c'est très étroit. Donc pareil, une fois qu'il se mettait en boule comme ça dans l'eau, qu'il se lançait au fond de l'eau, comme ça, à l'envers, au fond de la cabine, il avait aussi très peur de ne pas avoir réussi. Parce que là, il était obligé de fermer les yeux, parce que l'eau en plus devenait rouge. Il avait peur aussi de ne pas réussir à remonter, donc c'est vrai que c'était un peu flippant. Quoi. Mais il était assez courageux. Voilà, il était courageux. Quoi. Voilà, mais après, c'est une expérience à faire, c'est aussi excitant. Quoi. Après, ça, on a envie de tenter l'expérience, pas aussi. D'ailleurs, Iman, puisqu'on est sur moins que rien, vous aviez posé une question, je crois, par rapport aux humeurs, c'est-à-dire aux larmes. Non, vous n'aviez pas. Si. Rappelez votre question. Si, c'était un peu. Si ça répond un peu ou pas. Je sais pas si ça va. Non, c'est plus par rapport à l'aveu. C'est vraiment. C'est par rapport à la question de l'aveu. Oui, c'est pas du tout sur la technique. Non, je sais, mais bon, ça voulez se que je vous voit, rappelle puisque. Oui, rappelez la question. C'était, du coup, je disais en partant de votre Parce qu'il y en a pour présentation empirer la feuille de présentation. de moins que rien. Assez vite. Je disais, est-ce que le sexe, la salive et les larmes sont les vecteurs de l'aveu? Est-ce que c'est l'esthétique favorable au thème de l'aveu? Ça rejoint un peu, c'est marrant, ce que je disais tout à l'heure, on parlait tous les deux, de l'univers de Yann Fabre, un peu. Mais... Vous connaissez Yann Fabre? Pas du tout. Alors, vas-y. Yann Fabre, c'est un chorégraphe, surtout. Mais belge, il est flamand? Il est flamand. Il travaille beaucoup là-dessus. Et effectivement, c'est des travail sur le corps, sur les roses, sur tout ce qui est sur la chair, sur le sang, sur les sécrétions, sur toutes les humeurs. Et c'est assez magnifique. Après, maintenant, quand on commence à voir qui est le personnage, je trouve ça un peu moins beau, mais bon, après, maintenant, il faut faire la distinction entre qui est le personnage et ce qu'il fait. Je pense que si on tu parles à toutes les histoires qu'il a eues? Oui, je pense faire la distinction entre les deux, parce que si on commence à regarder les histoires de tous les artistes, Picasso. Il a été accusé de. Oui. Ouais, de toute façon, je pense que si on commence à regarder tout ce qu'on. Je pense qu'on regarde Picasso aussi, les tu regardes Picasso, tu regardes Dali, je pense que si on commence à regarder l'histoire de tous les artistes, on ne regarde plus aucun artiste. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut distinguer un peu entre l'œuvre et le. Ça dépend. Tu peux tuer tout le passé, même. Toute l'histoire. Ouais. Donc, ouais. Mais en tout cas, tu regardes ces œuvres, oui, ça répond. Ça peut même répondre même à une des questions de certaines œuvres qui auraient pu me stimuler étant jeune aussi, et me fasciner aussi, ces travaux, c'est assez fascinant, effectivement. Après, dans le rapport à l'aveu, moi j'y ai pas pensé, c'est parce que. Mais effectivement, dans le travail, en tout cas, effectivement, puisqu'on a qui est là, effectivement, puisqu'on a travaillé dans ce spectacle-là avec quelqu'un, au niveau sonore, qui a travaillé pour l'armée, justement sur la torture sonore. Donc, effectivement, il a travaillé autour du son, et comment, à travers le son, on pouvait torturer un soldat l'ennemi. Donc, sur des fréquences sonores, ça peut être assez monstrueux. Ça commence par du métal, d'ailleurs. Ils peuvent enfermer des gens dans une salle pendant 2 semaines, 3 semaines, avec du métal à fond. Parce que plus ça baisse, ça arrive à une fréquence de nouveau à fond. Ça rend quelqu'un complètement fou. On peut mettre Britney Spears aussi, je peux mettre ce coup, ça peut être juste le son d'une goutte d'eau, faire tomber aussi une goutte d'eau juste sur la tête comme ça.
toutes les techniques sonores qui peuvent d'un seul coup des fréquences insupportables, très aiguës, te rendre complètement fou. Donc il a travaillé là-dessus, mais il peut travailler aussi sur maintenant comment relaxer aussi quelqu'un. Comment aussi dans un sous-marin, des sous-mariniers, qui avec il y a le vertige aussi d'être toujours dans le déséquilibre. Du coup, pour essayer de compenser ça, ils ont tendance à boire de l'alcool. Et pour essayer d'en éviter de boire de l'alcool, pareil, avec les fréquences sonores, ils essaient de rééquilibrer ce vertige de l'ivresse. Et donc, quand il reste des mois sous l'eau, donc pareil, il compense aussi ça. Il peut aussi soigner grâce au son, il peut faire beaucoup de choses aussi bénéfiques. Pas que de la torture, mais là, comme l'idée, c'est autour de l'aveu. Du coup, là, on a travaillé aussi autour de la torture sonore. Qui a eu cette idée de la torture sonore? Eh ben, c'est moi. C'est parce que je l'avais rencontré avant. Ouais, j'avais travaillé avec lui sur des performances avec Hélène Bréchamp, qui est une harpiste, une magnifique harpiste, qui travaille sur la harpe électroacoustique. Donc, c'est moi qui l'ai fait, et on a fait une performance au musée de la Mariée à Saint-Nazaire. Et c'est comme ça que je l'avais rencontré. Et du coup, travaillant sur la bœuf, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il m'avait raconté ce qu'il faisait, comme quoi, en fait, des idées viennent aussi par la rencontre. Aussi. Okay. Ouais. Si j'avais pas su qu'il avait fait ça, j'aurais pas eu cette idée-là. C'est la rencontre qui fait l'occasion aussi. La Mariée, c'était quoi comme performance? Et bien là, c'était autour de Pandore, de la boîte de Pandore. Et c'est Hélène Bréchamp qui fait tout un projet autour de la boîte de Pandore et qui appelle les artistes différents. Et donc, du coup, là, on a fait un travail là-dessus à Saint-Nazaire. Et donc là, il y avait le musée de la Mariée, une espèce de boîte tout en verre avec la grille des symboliques, des éléments symboliques de chaque vie. En fait, ça commence au début du mariage, et puis tout au long d'une vie, ils ont des éléments comme ça qui posent ces symboliques dans leur bocal. C'est assez beau. Donc, on va commencer cette vie musicale. On peut continuer, peut-être, si tu avais des questions. Moi j'avais une question. C'était par rapport au texte justement. Et dans l'étude référentielle, quand il y a le moment de changer un texte, quelle est la sensation, si je puis dire, et les pensées qu'on a quand on a un texte et qu'on doit soit rajouter, soit couper, soit changer quelque chose carrément? Bah, ça dépend avec quel auteur tu travailles. Il y a des auteurs pour qui changer un fragment de texte, c'est terrible, c'est comme si on coupait un membre. Et d'autres avec lesquels il n'y a pas de problème. C'est même plutôt heureux, joyeux. Avec Eugène, vous avez répondu un peu. Mais avec Eugène, ça dépend des moments. Il y a des moments, ça dépend des textes, ça dépend. Parce qu'on a fait des formes de projets très différents. Par exemple, on a fait un projet qui s'appelait Kawaii Hentai, autour de l'imaginaire érotique japonais. Là, quand l'écriture se fait totalement, vraiment totalement ensemble, là, comme c'est tout en fragments, on a travaillé avec un dessinateur de manga qui a écrit la première série japonaise, la première série de manga français, d'anime français, a été exportée au Japon, par exemple, Oban Starasa. Et lui, il s'appelait Princesse Kana. Et donc, il a été, il a une chambre d'ailleurs toute rose. Toute sa chambre est toute en rose, il est tout en rose. Et super, c'est incroyable. Et du coup, on a fait la guide s'appelait Princesse Kana. Et du coup, c'était vraiment, l'écriture, c'était vraiment à partir des rencontres. J'étais intervenue au CNAC, l'École nationale du cirque à Chalon. Et on avait rencontré le champion du monde de yo-yo, et c'est à travers cette rencontre-là qu'est né ce désir de projet-là. En fait. Et donc, du coup, il nous a plongé dans tout cet imaginaire complètement fou érotique des Japonais, qui vivent de façon assez terrible, en fait, une éducation tellement stricte, carrée, que
les garçons d'un côté, les filles de l'autre, la possibilité de se toucher, qui vivent, qui projettent tout leur rapport au fantasme à travers la bande dessinée quand ils sont jeunes, la BD en fait. Et donc du coup, la solitude aussi, malheureusement. Peu de rencontres réelles, de contacts aussi entre les autres. Et donc du coup, après c'est le fantasme à travers beaucoup soit la fiction, soit l'anime, ou soit après des projets ou des amusettes avec lesquels ils font des rencontres entre eux. Ils se touchent, ils se donnent des surnoms, le périphérique nord, le périphérique sud. Ils se touchent comme ça, mais des secondes trop. Un univers virtuel. Oui, sans regard réel. Pareil, après la peinture aussi. Le baiser de la femme du pêcheur, par exemple, de Cousaille. On prend des poules. Quand la femme a une recontorsion, évitant calcul de poules. Vous avez des compteurs féministes. Des gros nounours aussi énormes. Les dollars aussi, qui sont des hommes qui ont 70 et 80 ans, qui adorent s'habiller en héroïne de dessins animés manga. Ils sont trop âgés pour s'habiller en petite fille. Donc du coup, ils s'habillent comme ça, puisqu'il y a Walt Disney dans la rue. Ils ont besoin d'avoir des petites filles comme ça qui se baladent dans la rue. Sauf que quand ils se déshabillent, c'est des vieux monsieur entre 70 et 90 ans. Donc on a fait travailler des vieux monsieur comme ça qui arrivaient, mais avec une petite qui était là en train de les faire danser. Sauf que tout doucement, ils se retrouveraient en vieux caleçon. Donc au départ, c'est tout mignon, mais après, c'est des vieux monsieur en vieux caleçon. Donc voilà des décalages. Donc voilà, là par contre, là-dessus, quand on travaillait avec les jeunes, là il n'y a pas de souci parce que c'était, comme c'était des petits fragments de texte qui s'adaptaient, c'était un ambulatoire, donc c'était plein de... Donc là, ça ne lui posait pas trop de problèmes. C'est différent quand d'un seul coup, c'est un texte plus affectif, avec une dramaturgie plus dense, plus complexe. Où là, par exemple, dans Mister Tambourine Man, c'est un duo qu'on a fait entre Denis Lavant et un artiste de cirque qui s'appelle Nikolaus Holz, qui est un jongleur, mais aussi metteur en scène aussi. Il travaille beaucoup autour de l'ingénierie du ratage, sur l'effondrement, l'équilibre dans le déséquilibre aussi, qui est lui-même metteur en scène aussi. Et là, par contre, c'est le texte qui s'y est beaucoup attaché, parce qu'il a mis beaucoup de lui-même aussi. D'ailleurs, il a refait un second spectacle avec tous les textes. C'est Un jour on ira à la mer, tous les textes qu'on n'a pas mis dedans. Et donc là, par contre, dès qu'on a enlevé des fragments de texte et tout. Ça, c'est un texte de Eugène aussi. Ouais, c'est un texte de Eugène. Et qu'il avait donné en lecture au 104. Oui. Non, pas au 104, au 100. Richard. Oui, voilà. Ouais. Avec donc justement un musicien. Avec un musicien, voilà. Et dedans, il a mis tous les textes que l'on n'a pas mis dedans, parce qu'il avait des textes beaucoup plus affectifs aussi. Mais c'était des textes qui étaient beaucoup plus longs, et au niveau de la temporalité et du rythme de plateau. Du coup, on ne peut pas rentrer ici dans le... Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on écrit aussi pour du théâtre, il faut penser au rythme aussi de la scène, du plateau. Parce que c'est pas un roman. Donc, je dis ça par rapport aussi à ce que vous avez écrit aussi. Ouais, on y Et revient quand on pense à écrire aussi, il faut aussi penser qu'il y a un rythme aussi de plateau et de ce qui se passe aussi sur scène. Et des fois, l'auteur, des fois, peut aussi être lui dans sa logorée, dans sa pensée, dans son... Mais c'est pas le même rapport que l'écriture, que la solitude du lecteur quand il est tout seul. avec un roman. Même une pièce. Et quand on lit la pièce aussi, c'est pas la même chose. Des fois, on a le didactisme de l'écriture, on a tendance des fois à vouloir tout dire, alors qu'en fait, il y a ce que après va rajouter l'acteur dans le jeu, la tension que l'on peut mettre aussi, ce qui n'est pas dit. Et puis après, la mise en scène qui est autour aussi. Des fois, il vaut mieux élaguer. Ouais. Ou alors après rentrer dans la langue, mais ce qui n'empêche pas, quand on rentre dans la langue, de laisser suggérer des choses pour... Ou alors c'est pour de ce coup donner quelque chose à dire. Donc en fait, il y a cette présence du souffle dans la langue théâtrale que tu n'as pas forcément dans une écriture narrative de romanesque. Ouais. C'est le moment du souffle pour le rythme. Et c'est aussi le souffle, c'est aussi quelque chose de silencieux et qui veut dire beaucoup de choses. C'est aussi c'est aussi les silences dans l'écriture théâtrale. Oui, tout à fait. Qui est une chose très précieuse et nécessaire.
installez-vous vite. Vous rappellerez la feuille de présence. Est-ce que, et avec d'autres auteurs? Non. Juste pour répondre à Nathalie Papin. Pareil, c'est des discussions, mais il n'y a pas eu de problème. Marine Aimée non plus, pas eu de problème non plus. Tariq Noui, qui a travaillé aussi beaucoup, aucun problème, au contraire, il aime bien. Pour lui, ce qui importe, c'est aussi le rythme, ce qui se passe sur le plateau aussi. Il aime beaucoup qu'on travaille avec l'acteur, vraiment même, il aime bien revisiter son texte, le remanier, mais vraiment travailler le vivant du plateau. Et même quitte à tailler, enlever, nettoyer, vraiment le repasser à la machine pour le renouveler avec l'essence du plateau. Et c'est vrai que c'est le plateau qui fait foi et qui fait corps, quoi. C'est lui qui fait loi, même. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un premier tracé, quelque part, l'écriture, et après, le rapport au corps, à l'acteur, et ce qui se passe entre les acteurs, de ce coup, va redonner corps, va redonner chair, redonner foi à la langue. Et après, là, on peut la renettoyer, la ciseler comme un diamant. Après, c'est des façons de travailler différentes aussi, mais c'est vrai que là, je travaille, par exemple, avec des élèves de l'ENSAT, j'ai des lundis et mardis, pour travailler sur des spectacles qui vont se faire là, en rue, sur l'écriture de rue. Et je trouve, pour ça, ils sont en session écriture, Et ils sont à l'ENSAT. Et ils sont à l'ENSAT, vraiment, ils sont là pour écrire, ils sont en école d'écriture. Et je trouve qu'ils sont très didactiques dans leur façon d'écrire. C'est très narratif. Et je me dis, mince, quoi. C'est pas du théâtre, ça. Si on dit tout, il n'y a plus rien à jouer. On dit, je fais ça, il va faire ça, il fait ça, il est en train de faire ça. Qu'est-ce que tu joues? Ouais, c'est-à-dire que c'est comme si c'était des narrateurs. Et tu dis pas, je vais faire ça, je vais marcher, je fais ça, on marche. Mais non, qu'est-ce que tu as à jouer? Il n'y a pas de tension. Il faut qu'il y ait de la tension entre les personnages. Il n'y a pas. Il se passe rien. Et c'est ce que disait, je crois que j'avais déjà dit, mais je reviens souvent là-dessus, mais c'est Jean-Loup Rivière qui c'était à propos du théâtre de Bouvelle. Et il disait, par rapport à un texte, justement, le metteur en scène, il s'appelle Gabriel Surprenant. C'est Jean-Claude peut-être. Grabert. Non, Hubert. Klaus Michael Hubert. Voilà, pardon, excusez-moi de cette confusion. Il est un grand metteur en scène du XXe siècle. Opéra et théâtre, ça il faut que vous l'ayez en tête. Qui est décédé maintenant il y a peut-être une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, qui fait partie des grands metteurs en scène du XXe siècle, allemand, mais qui a travaillé en France essentiellement et en Italie. Et donc il y a eu tout un ouvrage à propos de ce grand metteur en scène, et avec cet intitulé « Il faut que le théâtre passe par les larmes ». Et Jean-Loup Rivière disait, à propos de son travail et à propos du travail du metteur en scène, justement, dans le rapport au texte, le metteur en scène, c'est celui qui va saisir ces espaces inarticulés et fugaces qui sont dans l'écriture et qui va leur donner corps. C'est un peu pour rejoindre ce que tu dis, je pense. Oui. Voilà. Et ça, je trouve ça très, très juste comme expression. Et ce qui permet, aussi tu peux me contredire, et ce qui permet justement, c'est un espace inarticulé et fugace qui, suivant les époques, suivant les artistes, les metteurs en scène, les comédiens, et ben, sont à chaque fois autres, sont à chaque fois différents. Et c'est pour ça qu'on peut rejouer Phèdre, qu'on peut rejouer Alexandre Godot, remettre en scène indéfiniment. Mais parce qu'il y a aussi cette puissance d'écriture qui, comme le disait Carrel, est une écriture qui laisse ces espaces inarticulés et fugaces, on ne dit pas tout, qui laisse cette présence, cette écriture du souffle, et qui fait que la création, une recréation, une vision d'une œuvre, aussi ancienne soit-elle, est possible, je pense. Et je
Oui, Gabriel. Mais du coup, comment vous faites si vous devez mettre en scène un texte qui est très didactique, qui n'utilise pas beaucoup de place et justement assez d'espace, comment vous faites pour trouver quelque chose dans la mise en scène? Est-ce que ça vous bloque? Est-ce que vous avez besoin de changer des choses dans le texte? Et ben là, j'ai eu une commande d'un texte d'un jeune auteur qui a fait l'ANSAT d'ailleurs. Et donc je me dis qu'il y a quand même une formation, quand même, je me dis, ils ont des profs qui les. Parce que je vois là, qu'il y a des. En plus, j'ai l'impression que ce sont des exercices qui les amènent à écrire ces textes-là. Donc je ne demande pas à lire. Si on ne peut pas avoir la parole violente et un peu. Je l'ai découvert. Non, c'est des petites clés, des exercices. Parce que le texte était bouche cousue. En même temps, le texte n'est pas mauvais en soi. Mais c'est juste que je trouve des similitudes dans le rapport à l'écriture. Il y a des choses qui reviennent. Et du coup, là, j'essaie. Moi, c'est mon rôle après, hein, parce que c'est une commande que l'on fait. Et après, là, c'est à moi de trouver la forme. Donc là, par exemple, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, la veille de son anniversaire, fait 17 ans, se retrouve avec un gros trauma, donc le trauma n'est pas nommé, il se réveille le lendemain matin et puis la bouche littéralement cousue. Donc en fait, c'est pas lui qui parle, c'est sa voix dans sa tête. Donc moi, j'ai fait faire par un bonimenteur. Et donc du coup, il change complètement de silhouette, il change d'identité, il change totalement. Mais bon, dans la façon de parler, c'est quand même, l'écriture est très didactique, effectivement. Mais bon, du coup, je l'ai intégré par un bonimenteur, qui du coup, lui change, mais des talents immenses, monumentales, hyper sexy, super, c'est vraiment un performeur hyper tatoué, on peut aussi DJ en même temps, qui mixe aussi en même temps, une espèce de voix off, de double de lui-même en fait, qui est une espèce d'antipode, la barbe totalement rose, les cheveux roses, avec une crête, du coup complètement l'antipode de lui. Lui, je l'intègre, du coup, il écrit, du coup c'est que son corps qui parle, puisqu'il peut plus parler. Donc il est un acrobate, dès le premier jour, il fait ça. Il allume sa bougie, la tête à l'envers, et puis voilà, il bouge 4 heures de son corps, que des cauchemars, il se lève avec son matelas, son truc, il saute, et puis puisqu'il ne peut plus parler, il essaie de se démener à travers son corps. Et puis là, sa meilleure amie, tout le monde essaie de rentrer en contact avec lui à travers son téléphone, et c'est la seule qui essaie littéralement de parler avec lui. Donc c'est la seule qui est dans un rapport réel à la parole, comme c'est que du contact au message. Du coup, on essaie via téléphone de trouver un contact plus réel à la parole. Mais tout ça dans un huis clos. Donc, on a mis les spectateurs tout autour aussi pour essayer de créer un rapport plus frontal aussi. Et comme une pelade d'oignon, on fait en sorte que tous les costumes se dépouillent sur eux-mêmes en jouant en live sur scène. Et puis en jouant sur tous les stéréotypes qu'on peut avoir de l'anniversaire, on est trop beau se regarder dans la classe, on lui offre les gros costumes comme ça qu'il peut avoir, qui sont tout gonflables comme ça, avec un gros squelette dessus, hyper gros gars, des cheveux. En fait, on essaie de trouver des alternatives pour trouver tout le rapport au corps, et à l'espace, avec des gros cornets de glace monumentales qu'il ne peut pas manger, mais avec des choses très physiques, très corporelles. Puis après, il s'éclate, il se fait taper dessus. Des trucs hyper violents sur lui-même, c'est comment quelqu'un essaie de se spolier de lui-même quand tu t'aimes pas, quand tu te détestes, quand tu te transformes, jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'hôpital dans une espèce de chariot. Et tout ça, tout le temps, et le plateau qui, au fur et à mesure, se soude. Voilà, c'est bien. Et donc ça, tout ce que vous avez lié par rapport à l'écriture. Oui, et ça, c'est Qu'est-ce qu'il y a de tout ça dans l'écriture ou pas? Et bien là, du coup, l'écriture. Vous disiez que c'était, au début, vous avez dit que c'était très si on prenait de façon littérale, didactique, de façon réelle, c'est une transposition réelle comme si ça se passait dans sa tête. Du coup, si on prenait de façon littérale et réelle, on prendrait quelqu'un qui serait là, assis,
et puis qui parlerait, et puis il se regarderait dans la glace, j'ai la bouche cousue. Enfin, Donc c'était une espèce de monologue, comme moi, Voilà, comme un monologue. Voilà. euh, Mais bon, qu'il faut voilà. trouver. Il faut essayer de transposer. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer de transposer de façon. Il faut mettre en scène de le transposer de façon plus. De le décaler, en fait. Il faut le décaler ailleurs. Il faut avoir peur d'aller loin, en fait. D'essayer de trouver l'imaginaire dans lequel ça peut se créer pour donner du sens à ce langage-là, en fait. Ce décalage. Voilà. Et d'en faire une langue. Si je peux me permettre, parce que Oui, bien sûr. je disais dans mon cœur, Voilà. il y a un tel décalage entre le texte et ce que la captation qu'on a pu voir, que je disais, mais par moment on retrouve des phrases, nous, rien, au ciel, au ciel, etc. Mais on trouve que des petites phrases, le reste, je n'aurais jamais fait le lien entre ce qu'on a lu et ce qu'on Entre a... le texte, vous voulez dire? Oui, entre le texte et ce qu'on a vu avec le soldat, la torture, ce qui est très beau et intéressant. À quel moment on trouve d'ailleurs c'est moi qui ai posé la question des disputes. À quel moment on trouve l'entre-deux, avec entre le texte et l'univers visuel. Ah ben ça, c'est le rôle du metteur en scène de relier. Et c'est pour ça que chaque metteur en scène l'adaptera à sa manière, en fait. C'est le rôle du metteur en scène, en fait. C'est ce qui intéresse ou pas un metteur en scène de monter tel ou tel texte. C'est comment lui va ou pas rêver à partir d'un texte. Rêver et faire œuvre. Après, oui, voilà. Après, moi j'ai aussi film aussi à partir de différents films de Wojciech aussi. Donc du coup, voilà, il y a des vocations aussi, ça aussi. Donc il y a plein de. C'est rempli de symboles aussi, rempli de symboliques. Il y a plein de thèmes qui sont évoqués dans le scène. Voilà. Il n'y a pas qu'une évocation. Plein de. Il y a de la folie aussi. Pardon. Non, mais j'ai une autre question sur le mystère, si vous avez. Ah, vas-y, continue. Voilà, il y a le thème de la folie, ça. Mais il y a le thème aussi du spectateur qui est plus con, parce que je vais donner entre venir le spectateur sur scène en lui disant, en faisant tester le son. Voilà. Elle, c'était une vraie spectatrice, Ah oui. c'était quelqu'un qui avait été au courant de ce qu'il y Ah, avait. pas du tout au courant. Non, c'est une vraie spectatrice. Et Pour le son, ça va, la parole Avec ce qui se passe, totalement, mais je ne vais pas mentir. ah non, c'est pas du tout, c'était vraiment une vraie. Ce qui se passe, Ah oui, prise par pas du tout con. Et c'est de se dire aussi, enfin, moi ce que j'aurais aimé au départ, c'est qu'il y ait comme un rideau. Et c'est pour moi, c'est faire comme si l'idée, là, c'est un peu plus de moyens, mais c'est faire comme si c'était des petits bourgeois qui seraient complices de cette expérimentation, comme autant des nazis un peu, et qui seraient là en train de regarder ces petits rats de laboratoire en train de se faire torturer. Donc il y a aussi à la fois ça, donc torturer l'humain, qu'est-ce que c'est que torturer un humain, de regarder ça avec grand plaisir, jubilation même, de regarder jusqu'où on va, comment on torture l'animal, quoi. Donc il y a aussi ça, l'idée de dire comment on torture un humain, jusqu'où on peut aller. Puis celui qui fait l'expérimentation, qui parle, qui est derrière, il dit regardez jusqu'où on peut monter les degrés. Mourir, peut-être, sauf s'il n'avoue pas, mais regardez jusqu'où on peut monter, et à chaque fois il vous donne les levels. C'est sûr, ça reste il fait monter, et le spectateur est complice de ça aussi. Donc comment on peut te rendre fou aussi là-dedans, comme l'humain aussi est capable de faire ça, parce que pendant la guerre il le fait, il continue à le faire, la CIA le fait, quand on va en Ukraine, quand on va partout, la torture elle est présente partout, l'humain torture. J'ai bossé avec un metteur en scène chilien, Mauricio Celedón, mais théâtre de l'expérimentation, sous Pinochet, il est parti, il racontait des monstrueux, la façon dont ça se passe, c'est un fait. Et en plus, tu as le droit de torturer tes voisins si tu peux, toi, imaginer que ton voisin est coupable,
Donc tu fais n'importe quoi, si tu veux piquer ses baskets, tu peux juste te dire qu'il est coupable, tu l'emmènes chez toi, tu le tortures et tu lui piques ses baskets. Donc ça devient la vraie folie. Quand ils sont arrivés en Europe, ils étaient toujours en train de se tourner derrière, d'avoir peur d'être regardés. C'est pour rendre compte, on devient complètement fou. Donc l'humain est malade. Océane, vous avez une question là? Oui, enfin, du coup, je qu'il n'y a pas de rapport, mais je me demandais à quel point, parce que du coup vous avez dit que vous jouiez aussi, qu'est-ce que vous préférez et à quel point c'est difficile pour vous de se faire diriger après Ah oui, parce que tu joues et tu Et ben, je joue rarement dans les pièces que je mets moi-même en scène, donc que les performances. Du coup, c'est vrai que quand je mets en scène un spectacle, les gros spectacles, j'aime bien être qu'à l'extérieur. Parce que là, pour moi, c'est vraiment. En plus, il y a beaucoup de choses à diriger, le son, la lumière, la technique. Et puis, j'aime bien voir, comme je travaille beaucoup plus vraiment sur l'image, et j'aime bien vraiment être là qu'avec les acteurs. Les diriger, les venir, voir comment ça fonctionne, voir l'alchimie. Et ça, j'aime vraiment ça. Et du coup, être dedans, j'aurais l'impression de perdre quelque chose, j'aurais l'impression de ne pas pouvoir être là. Donc c'est vraiment... et c'est pas trop difficile de se laisser diriger par quelqu'un d'autre Ah non, pas du tout. Par contre, j'adore ça. C'est au contraire. Et ça fait du bien. Ah non, j'adore ça. Et en plus, c'est vrai que Éric Lacascade, et là, pour moi, c'est vraiment... Là, je suis très contente. Après, j'ai été dirigée par plein d'autres metteurs en scène. Mais c'est vrai que... Pour Joyce, bah ouais, là, en plus, c'était quand même un beau cadeau, ce solo-là. C'était mon rêve, depuis l'âge de 14 ans, de travailler avec lui. Et là, franchement, c'est quand même la classe d'avoir un solo avec le metteur en scène avec lequel tu rêves de travailler depuis l'âge de 14 ans. Donc, on a travaillé en février. Et c'est très, très beau de pouvoir travailler aussi avec toute son équipe, parce qu'il est très, très fidèle aussi avec les gens avec lesquels il travaille. Donc il y a vraiment une équipe, une troupe d'acteurs. Et c'est assez beau de voir à quel point ces acteurs sont... C'était très très bons acteurs, ils ont l'habitude de travailler entre eux, donc l'alchimie aussi de leur façon de travailler aussi, c'est très très beau. est-ce que, parce qu'on va être obligé d'accélérer un peu, parce que j'aimerais vraiment que les lectures passent et que Karen puisse échanger avec vous au sujet de vos textes. Est-ce qu'il y a une question là que vous aimeriez vraiment poser? Parce que comme il y en a eu, heureusement, dans un sens moins homogène, mais est-ce que quelqu'un a quelque chose à demander? Oui, Gabriel. Attends, d'abord Tatiana, et ensuite, vous, comme ça, comme vous êtes déjà intervenu. Allez-y, Tatiana. Merci. J'ai une question pour vous, puisque vous avez parlé de cette réécriture avec les comédiens peut-être, ou avec l'auteur qui accepte que son texte soit modifié. Est-ce que vous voyez dans vos mises en scène une possibilité que le spectateur écrive ou qu'il intervienne ou qu'il participe à l'action? Un spectateur qui est très impacté par votre mise en scène, par exemple, il peut intervenir ou pas? Comment? Et peut-être que c'est déjà arrivé. Et de quelle manière? C'est-à-dire... En fait, ça m'avait fait penser à ce qu'on a vu pendant notre cours avec un autre prof. Il disait qu'à l'époque, les théâtres, c'était beaucoup plus exclusif. Les spectateurs pouvaient carrément monter sur la scène, dire quelque chose et intervenir et manifester sa réaction d'une manière plus directe. Et je l'ai encore jamais envisagé, mais pourquoi pas? Comme vous avez parlé de Yann Fabre et une possibilité d'un spectacle immersif, où les spectateurs se sentent libres de participer d'une manière ou d'une autre. Après, souvent, je travaille avec des spectateurs effectivement qui ont un lien avec le spectacle. Ça arrive assez souvent. J'aime bien ça. Après, que de lui-même ils viennent comme ça, c'est vrai que c'est encore jamais vraiment arrivé. On a fait en sorte qu'ils tiennent, par exemple, des grandes structures sur lesquelles vont monter, par exemple, Nicolas aussi circassien, beaucoup, des grandes perches sur lesquelles il va monter, avec ce spectateur qui le tient, avec des spectateurs
amateurs aussi, des groupes qui viennent aussi sur scène. Là, on va faire un spectacle avec l'Alcazar sur le marathon de la danse, de l'improvisation, on achète bien les chevaux. Où là, par exemple, il y a des groupes de danseurs, mais amateurs, on serait des spectateurs qui viennent comme des danseurs sur la première partie du spectacle. Donc là, oui, même des spectateurs qui peuvent aussi venir là, s'ils veulent venir danser, ils peuvent danser. Donc ça, oui. Après, intervenir pour d'un seul coup parler comme ça, pour l'instant, c'est encore jamais arrivé. Pour parler, ça nous est jamais arrivé. Merci. Oui, beaucoup. Mais bon, l'autre, ça fait peur. Celui que tu fais un terroriste, quoi. Peut-être que j'ai jamais pensé. Ça paraît à vous, des fois ça paraît, oui. Dans des espaces autorisés, pas oui, entre les actes, dans oui, des espaces Non, mais c'est peut-être comme vous dites, danser ou aller regarder de l'autre bout de la scène. En tout cas, c'est vrai que souvent, en tout cas, la plupart du temps, j'aime bien franchir en tout cas le quatrième mur, que le spectateur soit pas, qu'il n'y ait pas le spectateur d'un côté et les acteurs de l'autre. dans Moins que rien déjà. Oui, ouais, dans l'extérieur aussi. Et puis même dans la plupart des pièces aussi, j'aime souvent en général que le spectacle commence dès que le spectateur déjà rentre sur scène. Mais même dans le cas où quand tu étais en haut, enfin moi j'avais vu à Avignon, et déjà ça commençait au milieu de la salle, au milieu des spectateurs, c'est vrai que franchir en tout cas la barrière du quatrième mur, qu'il n'y ait pas une dissociation des deux aussi. Pareil dans le Fédo, là, c'est dans le Fédo, il y a le bébé entre guillemets qui est un singe. Tout de suite, dès le début du spectacle, il est en train d'embêter tout le monde, de prendre leur sac, de sauter, de leur tripoter les cheveux, il est dans la salle, il fait des équilibres en plein milieu du truc, il saute, il embête tout le monde. Donc, dès le début, il commence déjà comme un mauvais enfant, entre guillemets, un enfant un petit démon, d'embêter un petit peu tout le monde. Déjà dès le début, après il monte dans le lustre, il fait des trucs. Déjà, il fait ce qu'il va faire déjà après, la séparation sur scène, plus tard. Donc, tu parlais du Fédo justement. Puisqu'après on va faire la petite pause, vraiment 10 minutes, hein, pas un quart d'heure, vraiment 10 minutes. Et on passera au texte. Je crois que donc tu as créé ce spectacle, tu as mis en scène ce spectacle, tu peux rappeler le titre. On purge bébé. Voilà. Et que tu as créé où exactement la première mise en scène, enfin la première, tu l'as fait tout. On l'a fait à Antony, à l'Azimut. Et je crois que ça a été assez, c'est assez épique. Tu peux, parce que comme quoi il faut avoir, faut être assez résistant et surtout très rapide parce qu'un spectacle, comme on dit, c'est un spectacle vivant. Ah oui, là. Et un spectacle vivant donc peut entraîner multiples péripéties, plus ou moins joyeuses. Alors tu peux raconter un peu, tu m'as dit. Oh là là, c'est Macbeth, alors qu'est-ce que tu m'as dit? Ce spectacle, c'est le Lady Macbeth du vaudeville. C'est vrai que le Macbeth, Lady Macbeth, il ne faut jamais prononcer son nom, surtout quand on monte. Et c'est vrai qu'apparemment, quand on monte Lady Macbeth, c'est une espèce de vague comme ça qui monte aussi une malédiction autour de ce spectacle. Il ne faut jamais prononcer son nom, sinon le spectacle va être... Tout le monde va se choper des choses. Enfin, voilà, ça risque d'avoir des gros problèmes. Enfin, voilà, c'est une espèce de vague comme ça qui tourne autour de ce spectacle-là où tu risques d'être assez maudit si tu prononces son nom. Et là, je crois que c'est un spectacle qui ne parle que de merde, au cœur de bébé. Et on a eu que des merdes tout le long du spectacle. Dès le début, déjà on a commencé les répétitions, c'était dans le sud, à Bordeaux, à l'Ohara, un super lieu qui tient beaucoup de projets. Et déjà, tous les gens qui sont venus nous rejoindre, mais même de loin, dès qu'ils commençaient à prendre le train, on commençait à avoir la grosse chiasse. Parce que ça parlait que de merde, mais tout le monde l'a eu. Mais après, au-delà de ça, même si c'est pas des plus de l'amour de dire ça, mais bon. Après, il y a celui qui fait le bébé, qui est un très très bel artiste de cirque, un très beau circassien, un très grand circassien, d'ailleurs. Une semaine avant le spectacle, il peut dire son nom, Martin S.
il s'est malheureusement brisé la cheville, parce que c'est un spectacle où tout le décor se disloque, se casse complètement. En fait, on s'est dit, pourquoi j'ai eu envie de monter ce spectacle-là? Vous pouvez vous poser vos portables, quand je vous regarde, vous êtes tous avec des portables à la main, c'est insupportable. Oui. Et ce spectacle-là, en fait, c'est la première fois que je monte un texte classique, et en fait, c'est vrai qu'il y a une espèce de snobisme vis-à-vis du rire, je trouve un peu en France. Donc, et on monte très peu, on monte beaucoup de spectacles un peu trop sérieux, je trouve. Et d'ailleurs, quand on regarde, quand on va dans le IN à Avignon, j'ai une scène de spectacle à l'IN à Avignon, dès qu'on va dans le grand théâtre, entre guillemets, le rire est très peu présent. Et c'est vrai que Fédo, moi-même, j'avais mis littéralement de côté. Je voulais me mettre en scène un spectacle classique, et d'ailleurs j'étais sur Ajax de Sophocle. J'étais que dans des grosses tragédies. Et puis à un moment donné, je me suis dit, on est quand même on est dans un monde où tout est noir, quand même. Tout est bien sombre, et pas très joyeux. Et c'est vrai que je commence à lire Fédo, et je me suis dit, pourquoi je le regarde jamais? Pourquoi on m'a jamais éduqué à lire ça? Pourquoi j'ai toujours une image à chaque fois vulgaire, grossière, de théâtre privé. Et donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à Fédo. Et en fait, c'est vrai que Fédo, on se rend compte que ce sont des tragédies à l'envers, quoi, du Chaplin un peu. Et nous avons vraiment un effet miroir de la société, de ce qu'on vit, en fait, qui est assez contemporain, quelque part. Et donc je me suis dit que ça peut être assez intéressant de se dire que quand on regarde Chaplin tout seul assis sur son petit parpaing avec sa maison effondrée autour de lui, soit on pleure, soit on rit, quoi. Je me dis, autant rire que pleurer, quoi. Et là, c'est vrai que le spectacle qu'on avait fait avec Denis Lavant et Nicolas Hauss, ce qui m'avait beaucoup touchée, c'est que d'un seul coup, il y avait toute une famille, il y avait des familles, il y avait des enfants, il y avait des jeunes. Mystère Tambourine Man. Il y avait d'un seul coup plein de monde d'univers très très différents, qui d'un seul coup se mettaient à rire tout en abordant des sujets forts, assez violents, assez durs, mais on était tous ensemble, et je trouve ça assez beau de fédérer ces univers radicalement différents. Et d'un seul coup, je me suis dit, tiens, Fédo, pourquoi pas? Et comment essayer aussi d'amener des mondes différents aussi au théâtre? Pourquoi pas le petit papy, le petit papy mamie qui va aller voir son petit classique, et d'un seul coup aussi d'amener aussi des jeunes aussi qui d'un seul coup pourraient voir un spectacle plus classique qui a priori n'irait pas voir, mais en essayant de l'amener vers quelque chose de beaucoup plus contemporain. Donc on est parti vraiment d'un décor, on rentre littéralement dans les codes de Fédo. Donc on respecte totalement le décor de Fédo, et tout doucement, au fur et à mesure du spectacle, on défonce totalement le décor. Donc il y a le circassien qui passe à travers des murs, qui fait des accros, en défonçant les murs, tout s'effondre totalement, on se retrouve dans un chaos total, le chaos dans lequel on pourrait être aujourd'hui, une espèce d'état de guerre total, quoi. Ce qui se passe dans cette famille d'ailleurs. Et donc voilà, c'est la. Et en parallèle, donc, il y a eu plein d'accidents. Et donc, du coup, il y a eu plein d'accidents. Et donc, effectivement, en passant à travers un bureau, il sort sur le bureau. Malheureusement, il y avait le tiroir du bureau, il est tombé dedans, il s'est pété la cheville. Ça a commencé par ça, une semaine avant le spectacle. Donc, après, c'est un free-runner qui n'était jamais monté sur scène qui l'a remplacé, qui n'avait jamais dit que j'avais travaillé le champion de France et champion du monde de free-run de spectacle juste avant. Et du coup, là, lui, il n'avait jamais dit le texte de sa vie. Et il l'a remplacé. Juste après, on a eu le collaborateur psychique avec lequel j'ai bossé qui a eu l'opération du cœur, c'est-à-dire que c'était l'opération du cœur. Donc, pareil, on est obligé de le remplacer. Là, on le remplace, là, on se rend compte qu'en fait, dès qu'il se retrouve un peu étranglé, il a des nausées, envie de vomir. Les acteurs au-dessus de lui se retrouvent avec des petites gouttes d'aiguille qui se retrouvent sur lui. Et là, je viens d'apprendre il y a quelques jours que l'actrice qui fait la bonne, elle vient d'avoir un petit infarctus. Et on joue la semaine prochaine. Donc voilà, alors là, il se reçoit c'est le projet maudit. Le projet de merde, alors on a un nombre de dates hallucinant. C'est-à-dire que toutes les 2 minutes, il faut réadapter, changer. C'est tout le temps plein, ça marche. Et c'est tout le temps plein. Ça marche très bien. Mais vous voyez, il faut se réadapter tout le temps. C'est vivant. Heureusement qu'on a une équipe qui s'entend très bien, que l'équipe reste très très équipe. Alors, sur cette réalité, n'est-ce pas, que ça nous arrive. Voilà. On va
Et du coup, là, je fais une performance qui s'appelait Basic Public Fuck Haters. Donc, autour justement de l'ubiquité que peut amener effectivement le téléphone. C'est effectivement le monde des réseaux sociaux, notamment, qui nous donnent l'illusion de pouvoir être aimé partout. On peut être détesté partout aussi très rapidement. Donc voilà. Et donc, du coup, je fais une espèce de performance dans une chefferie. Alors, les chefferies, c'est des lieux où, effectivement, c'est comme des quartiers, des maisonnées comme ça, où il y a un chef de quartier, qui est souvent un sage, qui a pas mal de pouvoirs, de sorcellerie aussi, et des pouvoirs qui se transmettent aussi de génération en génération. Des lieux assez magiques d'ailleurs, plein d'enfants. Et donc du coup, j'ai une espèce de grande couronne remplie de téléphones. Et ces téléphones-là, tout doucement, en fait, je les arrachais les uns après les autres, et que je posais par terre et que je faisais éclater par mes talons aiguilles que je donnais à des enfants. Donc voilà, dire que ces petits réseaux sociaux, on pouvait à un moment donné s'en affranchir un petit peu. Donc voilà, vos petits téléphones, vous pouvez, vos petits réseaux sociaux qui vous aiment tant, vous donnent l'illusion d'être tant aimé. Il y a une jeune Pakistanaise, d'ailleurs, qui vient de se faire tuer dans sa chambre, d'ailleurs. Donc du coup, Fuck Haters, d'ailleurs. Donc voilà, il vient de se faire assassiner dans sa chambre, parce que malheureusement... Je vous remercie parce que c'est très agréable d'avoir... Je vous passerai peut-être quelques photos de cette intervention, peut-être. Au prochain, on verra si on peut projeter ce qui se passe. Comme ça, vous verrez après que le travail qui a été fait. Les vrais téléphones, oui. Alors, les vrais téléphones achetés plus, donc c'est malheureusement qui ne marquent pas. D'accord. Voilà, pas des téléphones qui coûtent. Donc je vous remercie, c'est tellement agréable d'avoir une salle sans ces écrans et de voir vos corps et vos visages. Oui, Léonie? Et la fille qui se fait assassiner dans la chambre, il y a une raison particulière pour ce meurtre? Bien sûr. C'est parce que la religion musulmane ne t'autorise pas à t'exposer en offrande à tous. Et du coup, c'est qu'elle se maquillait dans sa chambre. Et voilà, sur les réseaux sociaux, l'ubiquité, c'est le fait d'être partout, tout en étant là, ça l'envoie. Et donc, les réseaux sociaux te donnent l'impression de pouvoir surtout être aimé par tous, et d'être là, de briller, d'être là, d'être là, en offrande. Et que de pouvoir exister aussi quelque part. Donc il y a quelque chose de bien aussi, hein. En fait, il faut les suivre aussi. C'est les haters qui sont ça le temps. Mais il faut faire attention, il faut se méfier aussi de ça aussi. Ça donne l'illusion aussi de pouvoir être aimé, d'exister, mais aussi en 2 minutes, tu peux t'effondrer aussi. Donc il faut faire attention. Alors, on va commencer avec le texte de Louane. C'est vous qui le lisez? Avec Kylian. Avec Kylian. Alors vous me mettez là. Ok. Donc avant de commencer la petite scène, je vais faire une petite présentation. Alors elle est très rapide. Donc cette scène, c'est un drame contemporain qu'on va vous lire, où l'intime et se heurte à l'inévitable. Elle explore la rupture d'un couple marié, déchiré par un amour impossible et par le poids des mensonges que l'on se raconte pour continuer à avancer. On y voit une femme, enfin je dis une femme, mais il n'y a pas vraiment de genre dans le texte. Je pense qu'on parle plus, quand on parle de mariage, on pense plus à un homme et une femme, mais ça peut être aussi une femme et une femme, un homme ou un homme. Je ne donne pas de genre. Donc on y voit une personne qui avoue enfin ce qu'elle a longtemps tenté de taire. Elle n'aime plus son mari et est hantée par celui qu'elle n'a jamais pu oublier. Cette confession met à nu la violence émotionnelle d'une vérité trop longtemps retenue. Je suis partie sur l'aveu du coup. Et j'ai été inspirée par beaucoup de livres que je lis personnellement, des romans, tels que Amour impossible, Amour interdit, Mariage arrangé ou un triangle. Donc maintenant, on va vous dire la scène. Merci beaucoup, Louane. Je suis désolée. Ce n'est plus possible. C'est lui que j'aime. Je ne peux pas continuer comme ça, à faire semblant de t'aimer alors que les seuls yeux que j'aime ne sont pas les tiens. J'ai essayé
t'aimer, de passer à autre chose, de pas y penser. Mais c'est ses yeux que je rêve la nuit, son parfum qui me hante chaque jour, comme un goût amer de quelque chose que je n'ai pas. Je te jure que j'ai essayé de t'aimer, mais en vain. Je ne peux plus faire semblant de t'aimer. On est mariés. Je me suis forcée. Je te jure que j'ai essayé de me forcer à t'aimer toi, forcée à l'oublier. Mais quand je vois tes yeux, je ne vois que ce que j'ai perdu. On est mariés. Tu as dit oui. Tu as dit oui. Devant tout le monde. Pour maintenant me dire que tu ne veux plus de moi. Pour le dire en plus que tu penses à un autre. Tu ne comprends pas? Je ne pouvais pas l'avoir. Alors tu m'as pris pour une monnaie d'échange? Non, bien sûr que non. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu es en train de détruire ma vie. La vie pour un homme qui ne t'a jamais rendue heureuse. Tu entends? Je l'aime. C'est lui que j'aime. Pas toi. Pas cette vie avec toi, mais lui. Ça suffit. Il m'aime et je l'aime. C'est fini pour nous deux. Je ne veux plus de cette vie. Je veux être heureuse. Je veux le retrouver. Ce n'est pas avec toi que je le serai. Ce n'est pas avec toi que je veux finir ma vie. Alors je te dis au revoir. Merci. Bien fort. Le contenu est clair, l'intention est nette, hein, la séparation, l'amoureuse, c'est bien clair. Après, étant donné que c'est une situation qui est pas. Enfin, étant donné que la situation est claire et énoncée dès le début, ce qui manque maintenant, c'est l'attention. Parce que sinon, il ne se passe rien. Du coup, théâtralement, là, hormis le fait qu'il dit oui tout le temps, du coup, il n'y a pas de tension. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le plateau pour qu'il se passe quelque chose entre ces deux personnages-là? Donc, il faut essayer de trouver, maintenant, faire avancer un petit peu l'écriture, parce que là, du coup, elle sait qu'elle va partir, et puis lui, il dit OK. Donc, du coup, là, en fait, il faut trouver le nœud de tension pour qu'il se passe dramaturgiquement quelque chose sur le plateau. Il y a un manque. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de trouver. Trouver qu'est-ce qu'il veut. Lui, logiquement, si on lui dit je pars, soit il l'aime pas, et il ne se passe plus rien du tout entre eux, donc il dit ok, d'accord, ok, c'est fait. Donc, limite, tant mieux. Et du coup, là, dans ces cas-là, il faut pousser plus loin le fait qu'il ne l'aime pas, tant mieux. Mais dans ces cas-là, super génial. Et comment elle réagit dans ces cas-là? Je trouve ça super génial. Elle peut être un peu choquée, du coup. Ça peut même peut-être la vexer qu'il trouve ça super génial. En tout cas, il faut qu'il se passe quelque chose qui nous surprenne. Parce que là, pour l'instant, on n'est pas surpris, mais c'est très linéaire. Et donc, du coup, il faut qu'il se passe un truc. Là, c'est trop évident. Et puis après, du coup, effectivement, peut-être que tu peux aussi essayer de... Comme c'est un petit peu didactique, parce que la situation pour toi, c'est une situation qu'on peut avoir un petit peu de façon assez classique. Parce qu'il faut vraiment, soit tu développes la langue, tu peux la nourrir, et ça en 2 minutes, c'est résumé. Donc ça, je t'aime plus, je t'aime. J'aime quelqu'un d'autre, je t'aime plus, je t'aime. Dans 2 minutes, c'est résumé. Et du coup, il faut trouver, nourrir la langue. Et puis après, là, il y a une vraie situation. Pour ça, tu peux faire des impros avec des acteurs. Tu les fais improviser. Et sur comment ils vont dire qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est ça qu'il faut développer. Donc soit en 2 mots, c'est fait. Et dans ces cas-là, celle qui je t'aime plus, je parle. Mais ça, c'est dommage. Et alors, tu improviser de la sœur qui est le déchirement total, elle s'en va au pire, elle a des avis, et tout. Il faut que se passe quelque chose. Ou alors, on se fait un but génial, trop classe, super, incroyable. Mais écoute, je m'y attendais. Tu vois, tout ce que je t'aime plus. Et puis moi aussi, j'en ai une autre. Et là, ça se passe. Fort, J'en ai une autre, tu ne me l'avais pas dit. Et puis là, c'est elle, retournement de situation. Et elle, dans ces cas-là, elle commence à être vexée. Et puis même limite, elle est plus qui part. Il peut se trouver quelque chose qui fait que d'un seul coup, ça se renverse. Parce que là,
là, il se passe quelque chose, en gros. Donc c'est ça qu'il faut trouver dans l'écriture. Merci. Donc la pièce écrite par Joël s'appelle Les murs ont des oreilles. Donc, je vais vous lire le synopsis et puis après la pièce. Dans un petit appartement où la pluie menace de tomber, Jean, un homme tourmenté, tente de cacher une faute ancienne qui le ronge. Monique, sa compagne, le pousse à avouer, tandis que Nicole, la voisine, qui entend tout à travers les murs, finit par intervenir malgré elle. Confronté à la honte, à sa faiblesse et à la révélation inévitable, Jean réalise qu'il ne peut plus fuir. L'aveu devient sa seule issue. La scène retrace la chute intime d'un anti-héros pris dans une trajectoire tragique. Tu restes là sans dire un mot. Tu tournes en rond depuis des jours. On dirait que tu attends quelque chose. Tu sais, j'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Moi aussi, j'attends que tu te décides à parler. Ce n'est pas la pluie que j'attends, c'est la chute. Tout ce que je me suis caché, ça a fini par s'écrouler. Un léger bruit dans le mur, comme si quelqu'un bougeait derrière. Alors dis-le. Fais une confidence. Les murs écoutent, Jean. Tu devrais le savoir. Je ne suis pas un héros, Monique. Je suis un homme désespéré, gouverné par sa faiblesse. Un anti-héros écrasé, comme Wojtek. Trop petit pour lutter, trop fragile pour être fort. Arrête de fuir. Dis-moi ce que tu caches. Ma vie repose sur une erreur. Une faute qui ressemble à celle de Deep. On croit échapper à sa vérité, mais elle finit toujours par se dresser devant nous. Et la révélation est toujours plus douloureuse que le secret. Tu veux ma vérité? Alors écoute. Cette nuit-là, ce n'était pas un accident. J'ai vu l'homme traverser. J'aurais pu freiner, mais j'ai hésité. Une seconde. Une misérable seconde. Jean. Et maintenant, la honte me dévore. Je suis moins que rien. Un grincement dans le mur, puis une voix hésitante. Excusez-moi, je n'ai pas voulu entendre, mais vous parlez fort. Je suis désolé d'entrer comme ça, mais vos mots traversent tout. Les murs sont fins ici, vous savez, et les murs ont des oreilles. Depuis combien de temps, vous savez? Assez longtemps pour comprendre que vous souffrez, assez pour savoir que vous portez quelque chose de lourd, et que ça finira par sortir. Jean croit être un héros tragique. Il n'en a pas la grandeur, mais il a la chute des faibles, celle des hommes qui veulent cacher la boue sous le tapis, comme Wojtek, ou la vérité sur leurs propres yeux, comme Oedipe. Je ne suis ni roi ni soldat, juste un homme qui tombe et qui comprend trop tard ce qu'il a fait. Alors pourquoi parler maintenant? Parce qu'une phrase me hante depuis des jours. Il arrive un jour où il faut parler, parce qu'il le faut. Parce que je ne veux plus que ce soit vous, Nicole, qui porte la vérité à ma place. La pluie commence vraiment à tomber, une lumière tremble. Jean, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais sortir, me livrer, face à la loi, face à ma propre tragédie. Oedipe a fini aveugle, moi, j'irai les yeux ouverts vers ma faute. Alors allez-y, et laissez la maison respirer. Elle étouffe sous le secret. La pluie peut tomber maintenant, je n'ai plus peur. Il marche vers la porte. Jean, il est temps. Je ne suis pas un héros, je suis celui qui avoue. Il sort. Nicole et Monique restent immobiles. Vous savez, moi aussi j'attendais que la pluie vienne. Elle apporte parfois un peu de vérité. Merci, alors vous avez, Joël, on peut le remarquer, vous êtes vraiment réitéré
aux œuvres qu'on a un petit peu vues, le Wojciech et Moins que rien, et également le titre de la pièce de Jean-Luc Lagarce, J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Donc ça vous a aidé, je pense, à construire votre histoire, votre dramatique. Maintenant, je laisse la parole et la question de l'anti-héros. Je laisse la parole à Karel. Donc, bravo déjà. Et juste donc un petit truc. Donc, je trouve qu'il y a Bien un beau, fort, hein, Karel. donc, je trouve qu'il y a un beau climat. Donc, il y a un beau climat qui commence à s'installer. Et parce que déjà, c'est le fait qu'il y ait ce personnage qui parle à travers les murs, fait que déjà il y a une ambiance qui se pose. Déjà, on est déjà une ambiance dramaturgique. On imagine une petite scénographie déjà. On voit les personnages. On voit déjà qu'il y a déjà on voit deux situations. Il y a ces deux personnages qui sont dans leur cuisine, dans leur salon, et puis derrière, ces personnages qui écoutent aussi. Donc du coup, ça fonctionne assez bien dramaturgiquement parlant. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on est dans un quotidien, dans une situation, il y a un côté beckettien qui est intéressant, mais ce qui est dommage, c'est le fait d'être sans arrêt, d'entendre sans arrêt Wojciech, Oedipe, et les références tout le temps à Lagarce. Et ça, c'est dommage parce que ça nous enlève l'échappée vers la poétique qui commence à être posée. Et il faudrait repartir de cette même situation-là et puis accepter de commencer tout doucement à s'envoler, à accepter de se laisser lâcher dans l'écriture en fait. Parce qu'il y a un côté très beckettien qui est là, qui est assez poétique, et laisser ce côté, on attend que la pluie vienne, que la pluie vienne, on est là à se dire que on est là, on est une espèce de soldats perdus sous la pluie, on est là, on attend la boue, il y a la boue sous le tapis, ça c'est assez beau, il y a des belles images, la boue sous le tapis, comme ça, enfin, je suis perdue, je suis là, on attend quoi? On n'attend rien, on attend que la pluie vienne, on est là, il y a quelqu'un qui nous écoute derrière, il y a un climat qui est posé, mais le fait de se référer toujours à Oedipe, d'entendre toujours Oedipe, d'entendre toujours Wojciech Directement, tout le temps, fait que d'un seul coup, il y a une dichotomie entre le quotidien qui est là et puis d'un seul coup, c'est ces références qui soient là. Alors soit c'est vraiment Oedipe, Wojciech qui sont là et qui parlent entre eux, soit on assume vraiment ça. Dans ces cas-là, il faut radicaliser, mais c'est plus Monique, c'est plus ces personnages-là qui sont posés là, parce que pourquoi Monique, d'un seul coup, parlerait de Wojciech, sauf si c'est une étudiante, ou dans ces cas-là, si c'est une étudiante, ok, mais là, ce ne sont pas des étudiants, ce sont des personnages plus âgés. Donc pourquoi d'un seul coup, eux auraient intérêt à parler de ces personnages-là? Donc là, on voit plus l'élève, qui est le bon élève, qui parle à sa professeure, et qui est en train de rendre un devoir. Donc là, il faut lâcher ça. Je pense qu'il faut laisser se lâcher dans l'écriture. Ça a été votre point de départ, c'est ce qui vous a permis, mais il ne fallait pas le mettre. Voilà, je pense que maintenant, il faut se lâcher dans l'envolée. Et de ces personnages-là, soit on assume totalement que ce sont les vieux héros qui de ce coup se retrouvent, et dans ce cas-là c'est Nîmes, c'est pas Monique, c'est vraiment ces héros-là qui se retrouvent tous les deux avec leurs fantômes dans ces espaces-là, et effectivement il y en a un qui est derrière, et qui est derrière la porte, qui leur parle, et c'est les vieux héros, les vieux Lagarce, le vieux Wojciech, le vieux Büchner, et c'est même les auteurs qui pourraient être là, et qui parlent de leurs personnages, pourquoi pas, et c'est dans ces cas-là on peut partir là-dessus, si vous voulez partir dans ces personnages-là, et ça peut être des pistes d'écriture aussi, ou alors c'est Monique, mais dans ces cas-là il ne faut pas être dans le didactisme de parler sans arrêt d'évoquer Wojciech et tout, parce que là, on ne comprend pas pourquoi ces personnages. Ouais. Mais sinon, il y a un climat qui est posé qui est intéressant. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que vous avez des questions? Donc on est dans une cité entre la France et l'Espagne au bord de mer, côté tragédie grecque, romaine. On a Adonis, le seigneur
de la cité qui s'appelle Emporion, Léandros son fils, Stravos qui est le premier fils disparu d'Adonis, on a Spiros qui est un voyant qui fait le monologue du début puis après qui disparaît. On a le sage qui est un peu le professeur, sans être vraiment officiel, de Léandros, le fils héritier. Et on a tout le temps dans la scène la statue du grand-père, Vassilis, qui est le fondateur de la cité et la référence de tous les, pour tout le monde, qui est limite plus un dieu maintenant qu'un vrai être humain qui a fondé la cité. Donc tout se passe dans le palais, la grande statue est toujours présente sur le plateau, des grandes fenêtres, des grands rideaux, de grandes portes, un jardin et la mort. Ce soir, la mort a frappé de toute sa violence ici à Emporion. Le seigneur Adonis a levé la main sur sa femme, et celle-ci ne s'est pas relevée. Le petit Stavros a vu sa mère tomber, et son père meurtrier. Garde! Garde! Où est mon fils? Où est-il? Retrouvez-le, je le veux mort ou vivant. On raconte que Stavros a fui la cité par la mer, et on ne l'a jamais revu. Adonis s'est remarié avec une femme plus jeune, et un an plus tard, après les événements, un nouvel héritier vit le jour, Léandros. Le seul enfant arrivé à terme de ce nouveau mariage, et malheureusement le dernier, car la jeune épouse mourut le jour suivant. Ô Vassilis, héros et fondateur de cette cité, pourquoi cet acharnement et cette colère des dieux? Ta descendance court à sa perte, et toi, du haut de ton corps de pierre, je ressens ta faiblesse grandissante. Oui, les malheurs ne font que commencer. Léandros aura une bien triste vie. Le sang de sa famille coulera sur ses mains avant même son 20e anniversaire. Oui, il régnera, mais brisé et seul. Je te laisse, Vassilis. Vois cet enfant grandir, mais il ne sera pas aussi grand que toi. Plus personne ne le sera. Maintenant, Spiros te laisse. Je quitte la ville et ses malheurs. J'en ai assez fait, j'en ai assez vu. Je ne souhaite plus qu'un long et tranquille repos, loin de cette cité qui mourra engloutie par sa propre ombre. Mon ami, viens. Allez, viens, s'il te plaît. Pour une fois que je t'invite au palais. Je ne suis pas très à l'aise ici. Je préfère les pavés de ma rue, même les recoins les un peu sales, plutôt que ces grandes fenêtres, ces tableaux trop grands et cette statue. C'est mon... Vassilis, ton grand-père. Alors ça aussi, tu le sais, mais qu'est-ce que tu ne sais pas? Y a-t-il des secrets que toi seul tu connais? Dis-moi, je veux tout savoir. Chaque chose en son temps, et sur certains points, ton père saura mieux te répondre que moi. Moi, je suis qu'un vieil homme fou et qui donne des leçons aux princes de cette cité. Ne m'appelle pas comme ça, s'il te plaît. Je n'ai aucune envie de prendre la place de mon père, et encore moins d'être le reflet de mon ancêtre. Quant à toi, tu es bien loin d'être fou. Tu es un savant juste un peu fou. Un jour, tu seras sur le trône d'Emporion. Mais à toi de décider qui tu seras, et si tes prédécesseurs seront ton ombre ou pas. Sache juste que ta famille est plus grande que tu le penses, et elle sera toujours là pour toi. Voilà ton père qui arrive. Léandro, je te cherchais. Ton professeur t'attend. Qui est cette personne avec toi? Mon fils. C'est mon ami, il m'apprend. Monseigneur. Mais... garde, faites sortir cet homme du palais. Mais pourquoi, père? Ne discute pas mes ordres. Ne vous énervez pas, je m'en vais. Au revoir, jeune prince. Mes salutations, monseigneur. Comment l'as-tu rencontré et où? Parle, réponds. Mais dans la rue, près du port. Il donne des cours et raconte des histoires à qui veut bien l'entendre. Tu as des professeurs pour cela. Ne t'avise plus de le revoir. Tu devrais arrêter de sortir du palais et te préparer à la cérémonie pour ton 20e anniversaire. Tu sais ce que cela veut dire? Oui, mon père. Qu'après, je pourrais devenir roi. Mais père, qui était mon grand-père? Tu ne m'as jamais rien dit sur lui, ni sur ma mère. Tais-toi. Dis-moi, qui ils étaient? Mon ami n'a pas voulu me répondre. Il a dit que c'était à toi de le faire. De quel droit hostile? À partir de maintenant, tu ne sortiras pas d'ici. Tu suivras tes leçons que ton professeur te donnera, et tu te prépareras pour la cérémonie, et rien d'autre. Attends, il a aussi dit que ma famille était plus grande que je le pense. Que voulait-il dire par là? Stravos. Que dites-vous? Léandros. Tu as un demi-frère qui s'appelle Stravos, mais il est disparu. On n'a plus de nouvelles de lui depuis 20 ans. Alors, les rumeurs disaient vrai. Pourquoi ne m'avoir jamais rien dit? Laisse-moi maintenant, j'ai du travail, et toi aussi.
Va retrouver ton professeur. Vassilis, penses-tu qu'il est prêt? Il n'a aucune envie d'être sur le trône. Mais toi, indique-lui le chemin. Ce n'est pas à lui de monter sur le trône, c'est à moi. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu fais là? Garde! Il ne t'entend plus, père. Stravos! Économise tes forces, mon cher petit père. Père, qu'y a-t-il? Père, assassin! Léandros, attends. Écoute-moi, je peux tout expliquer. Sais-tu qui je suis? Je suis ton frère. Stravos? Oui, c'est moi, petit frère. Mais pourquoi, père? Notre père était un meurtrier, un homme mauvais. Il a assassiné ma mère et a voulu me tuer moi aussi. Il ne méritait pas de vivre et encore moins de régner. Mais nous si. Prends ma main, Léandros, et ensemble régnons sur Emporion à notre manière, pas comme notre père ou notre grand-père. Il n'y aura plus de peur et de meurtre. On rendra la joie et la beauté à cette cité et à ses habitants. Crois-moi, ensemble on peut faire de grandes choses. Non, on ne pourrait pas. Le mal coule dans nos veines. Regarde-nous, on veut faire le bien, et pour cela, on se tue nous-mêmes. Vassilis, regarde. Regarde ta famille se déchirer. C'est la fin, ton règne s'achève ici. Alors, tragédie, n'est-ce pas? Oui. Alors, je vais laisser, parce que le temps est malheureusement là, je vais laisser donc les commentaires à Karen. Eh bien, ça déroule, ça déroule bien. Bien fort, hein, Karen, excuse-moi. Donc ça déroule plutôt pas mal. Il y a tous les codes Par contre, ce qui se passe, ça se déroule vraiment, c'est qu'à la fin, il se passe vraiment quelque chose. En fait, vous avez tendance à dérouler beaucoup, bien jubiler du langage un petit peu, mon ami, mon seigneur, enfin une espèce de plaisir, en tout cas, à ces jeux de rôle. Mais par contre, les enjeux de ce qui se passe vraiment, en fait, ça se passe qu'à la fin. Donc en fait, la scène déjà pourrait être réduite déjà qu'est-ce qui se passe à la fin, en tout cas déjà. Et en fait, vous pouvez élaguer un petit peu tous ces... ça parle beaucoup, mais ça, on n'en a pas vraiment besoin. Et du surplus, en fait. Donc ça, tac, vous pouvez nettoyer. Et vous pouvez aussi... la langue, la condenser un peu et la rendre plus essentielle. C'est-à-dire que mon ami, vous êtes allé à tel endroit, vous avez fait ça, on n'en a pas besoin non plus, parce qu'en fait, dans l'action, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Sur le plateau, il ne se passe rien. Et en plus, ça ne nourrit pas ce qui se passe. Ça ne fait pas avancer. Vous voulez? Donc, vous voulez savoir si vous pouvez faire l'intervention de 2 minutes pour pas Non, Non, c'est pas possible, on est en train de filmer. Je suis désolée, ça aurait été avec plaisir, mais Ne vous inquiétez pas. on est trop prise par le temps. Merci beaucoup. Ça ne fait pas avancer l'action. Autre chose, qu'est-ce qu'il faut? C'est garder en fait cette jubilation de l'écriture, mais la muscler un peu sur l'essentiel de l'action. La parole-action. Voilà, de la situation. Donc, quand on parle de tragédie, mais la tragédie, ils vont dans l'essentiel, même si quand ils développent la logorée, elle nourrit l'attention de ce qui va se passer. Je ne dirais pas que tu vas tuer, mais là, voilà, quand il apprend que c'est son frère qui va se passer, là, on l'apprend en 2 secondes. Ok, oh, d'accord, ok, j'ai un demi-frère, oh, ok. Mais bon, c'est pas ça. C'était mon demi-frère, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Pourquoi? Et c'était là l'enjeu où il commence à se passer quelque chose. C'est pas possible, c'est pas mon demi-frère, c'est pas possible. Enfin, là, il se passe quelque chose. Et c'est là où tout le reste autour, finalement, on n'en a pas besoin. Donc c'est parce que là, mon petit père, tu vois pas dormir, mon petit frère, mon petit ami, ça en fait en soi, même s'il est adorable, il peut aimer son père, mais c'est une fois qu'il s'est passé quelque chose de fort que là, peut-être il peut y avoir un petit mot, mais c'est dans les enjeux de situation qu'il se passe quelque chose sur le plateau. Et c'est là où tu peux muscler les choses, où tu peux travailler. Merci. Donc du coup, mon texte à moi, c'est un début d'adaptation d'un livre qui s'appelle Juste avant qu'eux, qui est écrit par Joanne Richou.
qui a été publié en 2024. J'ai choisi d'adapter ce roman pour cet exercice parce que pour moi, les deux protagonistes de ce roman sont des anti-héros, puisqu'ils subissent des choix qui ne sont pas les leurs dans une société au bord de la rupture, mais ils ne cherchent pas vraiment à y remédier, enfin ils ne sont pas dans une démarche de changer quoi que ce soit. Et donc je me suis concentrée sur les passages qui pour moi traitaient particulièrement du sujet de l'aveu. Voilà, donc du coup cette pièce, comme elle est tirée du roman, c'est un huis clos où deux adolescents meilleurs amis qui se connaissent pourtant déjà très bien se découvrent dans un monde qui s'écroule. Pourtant ils sont encore là tous les deux, comme dans une bulle. Et donc leur histoire, c'est une histoire brute d'où ressort une sensation d'urgence face à un monde qui périclite à grande vitesse et les explosions assourdissent leur quotidien, mais également l'essentiel reste là, l'essentiel de leur relation, même si... De leur lien. Ouais, de leur lien et de leur relation. Voilà. Donc, dans le livre, il y a un passage où c'est l'un des protagonistes qui écrit une lettre qui dit qu'il couche sur le papier tout ce qu'il ressent pour son ami, sans jamais avoir l'objectif de lui adresser. Voilà, donc il explique un peu ce qu'il ressent, les moments qu'il préfère avec elle, son envie de l'emmener à la patinoire aussi revient beaucoup, puisque ce serait un moment un peu normal dans leur vie où tout ne l'est plus vraiment. Voilà. Je devrais rentrer. Reste, chez toi c'est pas mieux. La semaine dernière, quand je me suis barré de chez toi, il avait protesté. J'aimerais bien dormir avec toi. Ça ne compte pas, ça ne comptait pas. Il était en méga phase dépressive la semaine dernière. Ça ne compte pas. T'as déjà été amoureux? De qui? Et de tes conquêtes? Pas vraiment. T'en as eu combien? Pourquoi ça t'intéresse? T'es jalouse? Fais gaffe. J'ai des flashs. Des flashs de lui avec une autre. Des autres. Je suis jalouse. Jalouse à vomir. Pourtant, ces flashs m'excitent. Ma tête bascule en arrière. Mes yeux s'humidifient. Et... Ouais. Je suis jalouse. Lui ne me regarde pas. Ok, je ne le regarde pas. A priori, on va canner. Je dois me confesser d'urgence. Il n'a pas mieux articulé que moi, juste avant. Te confesser? Je suis jalouse aussi. Des mecs au lycée. Ils checkent ton cul, ils regardent, ils rêvent de te soulever. Ah bon? Ils rêvent carrément. Tu te rappelles la dernière Saint-Valentin? Ouais. Tu m'avais offert une rose. Détends-toi, je l'ai volée chez le fleuriste de Carrefour. Je m'en branle. Tu m'avais offert une rose. J'avais bugué sur sa couleur. Elle était rose, oui. Quoi? Rose pâle, presque mauve. So what? J'ai pas bien dormi cette nuit-là. Je bandais trop. Cette couleur rose pâle, presque mauve, c'était ta bouche. Et la texture des pétales, on en parle? D'où les gens s'offrent des bouquets? On dirait des chattes. Donc, je bandais, ça sentait la fleur dans toute ma chambre. Quand je fermais les yeux, je voyais du rose. Ça m'a imprégné pendant des semaines. Ce que je mangeais, ce que je buvais, le ciel, nos séries, les arbres, ma rue, c'était rose comme ça, comme ta bouche. Et la pointe de tes seins. Je les ai aperçus un lundi en philo. T'avais ton pull XL, pas de soutif, tu t'étais penchée. Meuf, excuse-moi, mais j'ai aperçu la pointe de tes seins. J'aurais pu jeter mes anxiolytiques à la poubelle. C'est une vanne? C'est pas une vanne. Sale débile. On va canner, ta confession est à la bourre. Je ne pouvais rien lâcher. T'aurais pensé que j'avais envie de te baiser pareil que les filles de la classe. J'ai pas envie de te baiser pareil que les filles de la classe. Non. J'ai envie de t'emmener à la patinoire, qu'on cultive un potager. Et je vais pas mytho, en plus de ça, ouais, j'ai envie de te baiser à m'en éclater le crâne contre le mur. En gros, je t'aime. Tu me fais ce que tu veux. Il y a que toi. Arrête. Je te le promets. Meuf, C'est quoi? je t'aime. Meuf, ça va? Je t'aime.
Quand la parole à Karel, qui compte le plus. Enfin, un premier texte, enfin, je sais pas si c'est un premier ou pas, mais en tout cas, je trouve que ça sonne plutôt bien. Je trouve que la langue, déjà, commence à se poser. Même si c'est une langue qui parle du réalisme et du. Parce que c'est une langue plutôt réelle, qui utilise un langage plutôt quotidien, un peu adolescent, un petit peu quotidien, sauvage, un petit peu jeune, mais ça fonctionne plutôt bien. Tu rentres aussi dans le langage un petit peu érotique. Tu peux y aller un petit peu plus aussi. Parce que il y a une espèce d'évitement aussi autour. Et tu peux y aller peut-être. Tu peux y aller un peu plus. Je pense. Rentrer plus dedans. Même si c'est un peu adolescent, tu peux rentrer. Parce que je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Si tu rentres dedans, il faut rentrer dedans. Et ça me potager de la patinoire, j'ai vu ça j'ai lu aussi de leur lieu dit, un peu de rencontre. Donc voilà, mais je trouve que tu le mettais aussi beaucoup. Et comme tu le mets beaucoup, à un moment donné, je pense qu'il faut l'élaguer aussi un peu. Peut-être, comme tu en parles beaucoup, là, tu en parles encore. Et donc, je pense qu'il faut essayer. Alors peut-être que je ne sais pas dans le roman, peut-être qu'ils en parlent aussi beaucoup aussi, peut-être que je ne sais pas le roman. C'est pas la valeur que ça. Mais en tout cas, il faut. Je sais pas, il faut trouver la valeur que ça a. Mais en tout cas, je ne sais pas c'est quoi ce sentiment. Non, en fait, c'est juste une envie qu'il a. C'est comme, oui, c'est un fantasme, en fait, c'est son fantasme à lui, c'est ça de l'emmener à la patinoire. Parce qu'en gros, ils sont dans une société qui est un peu décalée de la nôtre, mais un peu décalée, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est un peu. C'est le même que nous, mais où on a des tickets de fractionnement pour tout faire, donc même pour les loisirs, c'est-à-dire qu'aller à la patinoire, pour eux, ce serait vraiment. C'est enlever tous les autres loisirs à côté de leur moi ou de leur. Voilà. Et donc, du coup, c'est un truc qui n'est pas possible. Et c'est un peu un délire comme ça qu'il a, il ne comprend pas non plus pourquoi il a si envie de l'emmener à la patinoire. Ça n'a pas vraiment même pour lui, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est quelque chose qui effectivement revient plusieurs fois sans qu'il arrive à lui avouer à elle. C'est plutôt. C'est pour ça que c'était assez difficile aussi, parce que du coup, on est souvent dans la tête de l'un et de l'autre dans le roman. Et donc, du coup, retranscrire ça avec de la parole, c'était. Voilà, c'est plutôt bien fait. C'est bien fait. Franchement, en tout cas, j'ai pas grand chose à dire, parce que je trouve que les personnages se répondent plutôt pas mal. Après, effectivement, il y a le rapport aussi un petit peu. C'est des adolescents qui parlent, donc il y a une espèce de fraîcheur, de fragilité un petit peu qui est là, de maladresse même un peu. Donc la maladresse est là aussi. Après, des fois dans la maladresse, il y aura aussi un peu plus de rentre dedans. Tu y vas un peu, mais on sent que tu n'oses pas trop complètement non plus. Ça reste mignonnet, mais des fois les adolescents le sont un petit peu moins aussi. Des fois ils peuvent y aller un petit peu plus aussi. Donc tant qu'à y aller, autant y aller. Donc vas-y. Donc t'as envie, mais t'oses pas. Donc vas-y. Merci beaucoup en tout cas, c'est un bravo. Le compagnon sacralisé, la maison qui attendait. Dahlia reprend conscience à travers un épais velours. Ses paupières sont lourdes, ses pensées éparses. Elle ouvre les yeux, une grande maison de pierre, les murs couverts de tissus bordeaux défraîchis, le mobilier noir minimaliste, allongé sur un lit étroit. Elle se redresse, posant les mains sur ses tempes. Pourquoi ai-je si mal à la tête, comme si j'avais dormi une éternité? Le silence est attentif, observateur. Dans sa mémoire, un crépuscule flou, rose et tendre, une fille sur le quai, une conversation, un peu de vin, du rouge à lèvres. Dahlia glisse sur le sol froid de pierre, inspecte la pièce avec sa petite fenêtre sous le plafond. Elle trouve un passage et descend prudemment un vieil escalier. Et soudain, un rire de femme, léger, calme, comme un rêve.
dans le salon, près de la cheminée, une femme en robe de soie noire fume un cigare. La pièce semble écouter. Oh, pourquoi tous-tu ainsi, enfin réveillé, dit la femme. Où sommes-nous? Je ne m'en souviens presque rien. Calme-toi, c'est moi. Nous nous sommes rencontrés hier au bord de la rivière. Tout oublié? Et où suis-je? C'est quoi cette maison? Elle ressemble à une crypte. Oh, une crypte. C'est ma maison familiale, héritée de mon oncle Hugo. Assieds-toi, veux-tu un peu de vin? Tu es perdu. Sans doute, as-tu trop bu? Je n'en sais pas. Je ne bois pas habituellement. Tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Étrange manière de vivre. Je vais rentrer chez moi, je pense. Attends, tu viens de te réveiller. Bois du vin ou fume. Je ne me souviens même pas de votre nom. Mortelia, ou simplement Morta. Et vous habitez ici, toute seule? Mais non, bien sûr pas seul. Pourquoi toujours imaginer la solitude? Oh là là. Bien sûr que mon petit Hugo est avec moi ici, depuis une éternité déjà. Tu feras mieux de me dire qu'est-ce que c'est que ces chiffons que tu portes. Viens, je vais te tenir. Voici notre chambre de métamorphose. Dans le noir profond surgit un immense corbeau. Dahlia pousse un cri. Calme-toi, petit Hugo. Il t'a aimé. C'est lui? Votre petit Hugo? Eh oui, mon fidèle compagnon. L'incarnation de mon oncle, pourrait-on dire. Je l'ai nommé en son honneur, l'oncle Hugo. Elles ouvrent une armoire et découvrent un immense dressing. Univers de tissus, luxe et ombre. Essaye-le. Je pourrais l'abîmer. Tiens, mais là, moi je ne peux que du noir. Dahlia s'assoit dans le fauteuil. Mortelia applique le rouge à lèvres et peigne ses cheveux. Le monde se rétrécit au tissu, à la fumée et à deux figures suspendues entre le réel et l'inconnu. Elle parle de travail, de solitude, de routine. Le pouvoir pèse. Travail, dépenser, travailler. Tout est sans arrêt. Tout ont peur de quitter le chemin. Et puis, paf, il saute de pont. Et puis, paf, ils se sentent de pont. On entend le carillon des heures. Il est minuit, moins 30. Je devrais rentrer. Reste encore un moment, loin du vent. Elle boit, elle rit comme si toutes les inquiétudes du monde s'étaient dissoutes dans la fumée et dans le reflet rubis du vin. Je ne sais absolument rien de vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, j'accompagne les gens. Je les accompagne, disons. Je leur tiens compagnie. Et j'écris leur histoire. Vous êtes si mystérieuse. Je ne vous comprends toujours pas. Où les accompagnez-vous? Comment vous les accompagnez? Oh, partons pas de moi. Il est déjà temps. Il faut que nous partions. Partir? Mais où? Aller dormir? Partir veut dire partir. Nous devons y être. Les 12 coups vont bientôt tomber. Mais je ne comprends rien. Où devons-nous aller? Pourquoi se presser? Tiens, fume un peu. Tu n'as même jamais fumé. Pauvre petit. Comment c'est possible? Allez, prends. Dahlia accepte, hésitante, comme si elle recevait un objet interdit, et tire sa première bouffée. La fumée frappe sa gorge. Elle tousse violemment. Oh oui, on voit bien que tu n'as jamais fumé. Adorable. Oh oui, je n'ai jamais fumé. Comment supportez-vous ça? Vous ne faites que fumer. Je fume, oui. La vie est laide, brillante. Les gens sont absurdes. Alors j'observe et je fume. Que pourrais-je apprécier d'autre? Vous parlez comme si tout vous laissez. Vous vous ennuyez?
que pourrais-je apprécier d'autres? Les humains ne vont pas où ils vont. Ils pensent plus de l'amour que la vie. Et toi-même, tu l'as déjà imaginé, n'est-ce pas? Alors dis-moi comment elle est dans ta tête, l'amour. Oui, je l'ai imaginé, je pense. Si elle existe, elle serait une femme, froide, dans une robe comme la vôtre, noire, ce soir. Sur la cheminée, petit Hugo croise, si fort que Dahlia sursaute. On va peut-être s'arrêter là. Oui. Et la À la fin, mais il y a encore une page là. Ouais, non. En même temps, c'est beaucoup. Bon, alors continue. Désolée. Hein, c'est parce Oh, que- bientôt minuit. Bien joué, Hugo. Allons, Dahlia, il est temps. Comme hypnotisée, ivre de voix ou de vin, elle se lève, tremblante. Mortelia, ombre légère, lui prend le bras et la mène vers l'escalier. Les marches montent toujours plus haut. Petit Hugo vole devant, guide silencieux. Elle pénètre dans une pièce vide. Un immense miroir les attend. Et au-dessus, une antique horloge immobile. L'air se densifie. J'ai mal à la tête. Savoure cette douleur. Nous ne sommes pas destinés à sentir leur esprit, même à travers la souffrance. La fumée de son cigare se répandit comme un brouillard sur l'eau. Dahlia tremblait, cherchant un sens à ces lieux. Mortelia lui murmura que toutes les réponses, toutes les explications l'attendaient derrière la porte. À ce moment, petit Hugo poussa son croisement, le plus doux et le plus tendre, et s'envola dans le miroir. Voilà ta porte, juste derrière petit Hugo. Il te montrera tout. Dahlia avança, le reflet calme mais perdu, et comprit que Mortelia ne la suivra pas. Je ne fais que raccompagner, toujours, et ensuite tu es seul. Dahlia, brisant soudain sa peur, enlace Mortelia, fort, humainement, vivante. Il est temps. Va, Dahlia, va. Et à cet instant, les 12 coups de l'horloge, les 12 frappes sacrées qui fondent le monde. Dahlia, comme guidée par ce son, fait un pas, prudent, tremblant, et elle entre dans le miroir, dans cette obscurité dense où petit Hugo l'attend, seul, guidant de ses ailes. Avant que la lumière ne disparaisse complètement, elle se retourne. Au loin, dans la profondeur du miroir, elle voit Mortelia, immobile, souriante, fumant son cigare, et sur son épaule, petit Hugo est de nouveau là. Et puis tout disparaît. Dahlia poursuit son chemin. De l'autre côté de la pièce, Mortelia exhale la fumée, lentement, comme si elle clôturait la vie de quelqu'un d'autre. Voilà, tu vois, petit Hugo, encore une âme qui n'a pas tenu. Elle était morte déjà hier. Elle avait même oublié comme et pourquoi elle avait sauté du pont. Pauvre fille, si effrayée, elle ne savait pas que j'étais sa mort. C'est une dernière guide. Oh Dahlia, comment tu essaies de vivre et comment tu aimerais tout le monde mort. Mortelia écrase son cigare sur le rebord de pierre. Sur son visage, ni tristesse ni colère. Juste la sérénité éternelle de celle qui accompagne depuis trop longtemps. Allons, Hugo, nous aurons encore des invités aujourd'hui. Les gens adorent tomber, surtout ceux qui ne sont jamais permis de voler. Petit Hugo s'envole dans le couloir, flèche noire montrant le chemin. Et Mortelia, lente, assurée, le suit. Ainsi disparaît celle qu'on ne voit jamais dans le miroir, celle dont le nom n'est jamais prononcé dans le monde des vivants, celle qui ne tue pas, mais accompagne. Excusez-moi, je vous interromps, il y avait déjà une matière. Comme le temps passe moins, mais c'est vrai que ça va le coup, évidemment, comme pour tous les textes, d'aller jusqu'au bout. Vous en avez complété 3-4 pages. Ouais, mais vous avez déjà fait un beau travail de réduction. Karel. Pas bien fort, Karel, pour t'entendre. Donc, je trouve que c'est marrant parce que je trouve que c'est assez cinématographique, il y a un côté assez Tim Burton, je trouve. Et donc, il y a pas mal de textes qui racontent ce qui se passe. Donc, quand on parle de petit Hugo, de Corbeau, ses actions, bah, je trouve que c'était très filmé.
En fait, on a plus tendance à le voir en caméra parce qu'en fait, en théâtre, on ne raconte pas ce que fait le corbeau, par exemple. Donc en fait, c'est vrai qu'on a tendance à visualiser l'image. Donc on a tendance à vraiment le voir en caméra comme ça, puis à l'imaginer, à le voir, et puis à voir ce personnage, cette Mortelia, tu es en train de lui parler. Mais du coup, tout ce qui est dit et raconté n'est pas raconté théâtralement. Donc c'est plus une ambiance de climat que la narration. En fait. Le narrateur n'est pas en train de raconter ce qui se passe. Donc du coup, ça c'est bien. Comment? Ça c'est bien. Oui, oui, du coup c'est très bien. Ouais. Donc c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que ça prend du temps là, à la parole, c'est la narration, c'est ce qui est dit. Mais concrètement, en fait, c'est vraiment une ambiance de climat. Et le climat est beau. C'est vraiment un super beau climat. Il y a une théâtralité. Très très beau. Vraiment une belle ambiance. Et c'est vrai que c'est très cinématographique. C'est vraiment un beau climat qui se pose, qui est assez. Voilà, je trouve que vraiment c'est bien posé. Mais c'est vraiment. Il est très pur, il y a très peu de texte. C'est vraiment la mise en scène qu'il faut travailler. C'est vraiment une ambiance de climat, d'ambiance, quelles sont ces créatures. On imagine cette Mortelia, cette jeune fille qui arrive. Là, c'est vraiment la place. Soit la mise en scène, la mise au plateau, le climat, la scénographie, l'ambiance, la lumière. Là, c'est vraiment tout ça à mettre en place. Parce que finalement, il n'y a pas tant de texte que ça. C'est l'arrivée, comment elle arrive, les cloches, l'ambiance, le son, les sensations. Voilà, c'est vraiment un travail d'ambiance, de climat, de mise en scène, de scénographie, ou alors de film, de la façon dont c'est filmé, d'ambiance. C'est vraiment tout ce travail-là à faire. Et finalement, la langue, en soi, il n'y en a pas tant que ça. C'est très épuré, en fait. C'est la jeune fille, comment elle joue, comment est-ce qu'elle pourrait être plus timide, elle est impressionnée. Elle arrive avec son cigare, sa cigarette, elle le met tout doucement. Donc, l'initiation à ça, est-ce qu'elle n'a jamais fumé, comment est-ce qu'elle est installée. C'est vraiment l'ambiance qui est là. Et je trouve qu'il y a une très très belle ambiance. Donc voilà. Après, là où tu peux travailler un petit peu plus peut-être, c'est la finesse, comme il n'y a pas beaucoup de mots. C'est des mots qui frappent, qui tapent. Voilà. Parce que là, effectivement, il y a peut-être 4 pages, mais c'est ces 4 pages qui créent le climat. Et le climat est vraiment là. Et en plus, c'est assez beau sur ces jeunes filles qui se suicident, qui tombent du pont, et il y en a pas une qui tient. C'est plastique, c'est assez beau. Une belle ambiance. Merci. Bravo. Et comme le mot le français, c'est pas. Ben oui, c'est vrai, c'est ça. C'était traduit. Je travaille avec mes amis. Est-ce que c'est. Pour l'instant, c'est bien, ouais. Et après, tu peux t'amuser. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler avec un complice auteur. Complice, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être, qui maîtrise peut-être un peu plus de la langue, pour trouver justement quelqu'un qui s'amuse justement à cette Mortelia, à faire des mots qui capent et qui frappent quand ce personnage arrive, quand elle l'annonce, quand elle rentre. Quand cette sonnerie, cette cloche qui arrive, quand cette petite jeune fille rentre là-dedans, dans ce monde-là, comment elle l'accueille, il y a un jeu avec elle aussi, une espèce de jeu d'initiation aussi. Donc il peut y avoir aussi un petit jeu qui fait que d'un seul coup il se passe aussi une petite tension quand même malgré tout, au-delà du fait qu'il y ait juste le fait qu'elle la fasse stopper, qu'elle la fasse fumer. Parce que effectivement, c'est le jeu de la dernière cigarette aussi. Donc c'est intéressant aussi, ça. Mais puis du pendu aussi, de la mort, juste avant de se faire électrocuter. Enfin, il y a le dernier clope aussi, quoi. Donc c'est assez beau. Symboliquement, c'est beau aussi. Donc je trouve ça assez beau. Je pense que c'est assez bien, un beau climat. Mais tu peux t'amuser aussi à amener un peu plus de tension, de jeu aussi, sur des petites questions sur elle. Elle a été, il y a la pudeur de ne rien dire, on l'apprend avec celle qui s'est jetée du pont, mais tu peux titiller un peu avec des jeux de mots, une finesse. On va être obligé d'écourter. Alors, on va passer au texte de Gabriel. Alors, on y va. Voilà, on y va, oui. Vraiment très peu de temps. D'accord. Alors, du coup, je n'ai pas le temps de dire le contexte. Vous pouvez le dire en 3 mots, oui, si.
Ouais, c'est pas grave. Alors, donc ça s'appelle le paradoxe des lignes, acte 3, scène 2. Gardi et l'effaceur viennent d'entrer dans la cité. Vénérable vient à leur rencontre, portant toujours en bandoulière la planche sur laquelle est tracée sa ligne. Vous êtes transcription ici. D'après cette ligne, on vous appelle Vénérable. Est-ce correct? Cela est bien le cas. Et vous n'avez pas besoin de poser la question puisque la ligne vous en informe. Tout le monde sait que les lignes sont exactes. Les lignes lucides se magnifient autour de nos vies comme d'innombrables serpents dorés. Seuls nos doutes pourraient trahir une telle perfection. Je vous remercie de m'accueillir dans votre communauté. Ce ne sera pas long. Je vous remercie de m'accueillir dans votre communauté. Ce ne sera pas long. L'effaceur devrait avoir nettoyé les lignes lucides magnifiées de vos morts d'ici quelques heures. Estimable Gardi, vous devez vous tromper. Il n'y a pas de mort ici. Que des personnes bien vivantes et en bonne santé. Donc je ne crois pas que notre cité puisse être touchée par un tel phénomène archaïque, tant que nous suivons les préceptes des lignes lucides. La mort, que c'est absurde. Je n'ai pas distingué l'ombre de ce violent oiseau par ici depuis longtemps, mais peut-être que, est-ce possible que... Pourriez-vous vérifier parmi vos camarades? Je ne suis pas en train de vous contredire. Je ne suis pas capable de stopper l'effaceur. Je ne peux que le retarder d'une journée, tout au plus. Très bien. Je vais... Oh! Les versions futures du Vénérable et du cœur s'incarnent. Le futur s'effrite comme du papier peint mu par une colonie d'insectes, essayant par tous les moyens de revenir à un îlot de papier. Est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce que vous marmonnez? Je suis venu honorer la mort de mes semblables en tentant de tisser des lignes temporelles en lignes lucides, une exégèse de notre condition actuelle. Combien de fois déjà? 6? 8? 12? Nous avons perdu le compte. Nous en avons bien peur. Gardi est là. Dites-lui quelque chose de normal, cogique et coréen. S'adressant au cœur. C'est toujours Oui, c'est toujours. Ok. Oh, vous avez déjà parlé? Tout bonnement mirifique. Impossible de s'y faire. Je n'ai pas très bien compris. Vous avez identifié vos morts? Dans ce cas, veuillez guider l'effaceur jusqu'à leur ligne. C'est bien ça. Je viens de m'en souvenir. Suivez-moi. Cela n'a pas marché. Nous aurions dû écouter les lignes. Cela est évident. Nous n'aurions jamais dû vous faire confiance. Parfait. Les passeurs entrent en action. Flop, flip, flop, flip, flop. Tenez-vous prêts à stopper l'écho originel. L'un des membres du chœur a les yeux bandés par l'une des lignes lucides magnifiées. Il se précipite vers l'effaceur et tente de le tuer. Vénérable et les autres membres du chœur l'arrêtent. Même si l'écho ne reproduit pas l'erreur que nous avons commise en tuant l'effaceur, le destin se réalisera quand même. Tout le monde deviendra fou. Isolé du contact, rassurant des lignes lucides magnifiées. Et on devra encore revenir en arrière. Nous aurions dû mourir pour notre cité comme le voulait l'ordre des choses. Vous nous avez condamnés en refusant cette fin noble et juste pour tous. Quelle honte pour nous de partager un corps avec vous! L'écho disparaît, tout redevient normal. Que se passe-t-il ici? Tais-toi, excusez-moi un instant. Je dois parler avec mon autre partie. Vous savez comment c'est. Les lignes lucides magnifiées sont par là. Je vous rejoins. Gardi et les passeurs partent devant sans dire un mot, s'adressant à Vénérable. Écoutez-moi bien. Tu étais prêt à m'éliminer. Si ce n'était pas le cas, tu aurais tenu compte de mes avertissements et n'aurais pas commis un meurtre. Alors oui, je me crois le droit de vivre, et ce, même si je dois effacer toutes les lignes de la grandeur géométrique de ce monde. C'est égoïste. Je sais que vous aimez ces gens autant que nous. Un monde sans lignes, cela serait trop cruel. Nous mourrions comme ceux qui ont commis l'erreur de vous évincer. Je n'en aurais jamais fait partie, même avant que l'on sache ce qui est arrivé. Foutaise, tu m'as toujours vu comme un défaut, une partie vestigiale de l'entité que nous formons.
À chaque retour, le temps s'enfonce et forme des milliers de carreaux subtils dans la chair de nos esprits. C'est le seul moyen de se sentir véritablement vivant en dehors de toute ligne. L'effaceur revient et se rue sur Vénérable. Pourquoi l'effaceur veut-il nettoyer cette ligne à chaque fois qu'on revient? Ce n'est qu'un simple dessin sur une planche. Rien à voir avec les véritables lignes du style magnifié. Est-ce qu'il m'en veut? Je ne sais pas, mais il faut se rendre à l'évidence. Nous sommes probablement morts. Dépêchez-vous de remonter le temps. Nous saurons quelque chose d'étrange quand l'effaceur fait disparaître cette ligne. Le cœur sort le fragment de sa poche et le presse. Il retourne à nouveau dans le passé. Merci. Alors, Karel. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un univers. Déjà, donc ça c'est super, les langues commencent à se poser, un univers. Bien fort, hein, excuse-moi, ça peut ces machines, et ça c'est super, ça sent bien. Et je pense que maintenant ce qu'il faut c'est radicaliser un petit peu comme tu commences à faire ces flip-flops, je trouve que ça radicalise ça complètement. Parce que du coup ce qui est dommage, c'est que tu ramènes, tu as une langue qui peut commencer à se poser et tu rentres dans quelque chose de trop quotidien. Et ce quotidien, du coup, devient inintéressant par rapport à ce que tu poses. Et alors que les flip-flops, tu commences à rentrer dans un langage de machine, radicalise-le et rentre vraiment dans ce langage de machine. Et tu vois, d'ailleurs, ce petit cœur, c'est intéressant, ça, mais pousse-le de robotisation, de flip-flop, le truc, rentre là-dedans et crée une langue. Et là, ça va devenir intéressant, et du coup, tu vas devenir vraiment un auteur qui invente aussi une langue de machine, modifiée avec ses trucs, avec son rapport à la tragédie, tu vois, ce rapport de l'encre effacée, trouve ce langage-là. Parce que sinon, c'est pas intéressant, on s'en fout en fait. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Alors que d'abord, on s'en fout que l'encre soit tuée, les lettres soient tuées, en soi, c'est pas intéressant. Par contre, si tu inventes une langue et que c'est la tragédie de ces lettres qui sont effacées, qui sont trucs, mais des flip-flops, que vraiment s'accroche et c'est vraiment d'avoir une vraie langue, et que si tous les personnages deviennent intéressants sur le plateau, que du coup ça va devenir une langue de corps, de cœur et de voix. Et là, d'ailleurs, tu commences à bouger, c'est rigolo, d'ailleurs, tout le monde réagit. C'est bête, mais toi-même tu te mets à bouger, là il y a un cœur qui se fait, d'un seul coup, là il se passe quelque chose, et sur le plateau, et pour le corps des acteurs, pour le cœur, et là ça devient intéressant. Et dans ce qui est raconté, voilà. en fait. Oui, d'accord, je suis trop dans la peut-être un peu destructif pour bien dans ce qui est. Et en fait, je pense qu'il faut que de ça, en fait, que tu utilises ce qui est intéressant, si tu vas se parler ces machines, et du coup, dans l'espèce de totalitarisme, le pouvoir, du coup, tu peux pousser à l'extrême ça, et rien qu'à travers le cœur d'une machine, et du coup, faire parler ça, du coup, les faire parler, mais en inventant le langage des machines, quoi. Les flip-flops, les trucs, et comment d'un seul coup, ça devient un langage à part entière, et comment l'encre va s'exprimer, comment. Et chacun aussi. Alors après, ça n'empêche pas que tu puisses aussi utiliser des mots du quotidien aussi, mais qu'il n'y en ait pas, que ce soit pas majoritaire, en fait. Ouais. Voilà. Que chacun ait leur propre langage. Que d'un seul coup, quand c'est l'encre qui parle, tu fais parler l'encre. Quand d'un seul coup, le nettoyage, il y a un nettoyage. Enfin, que tu fasses, que tu inventes un langage en fait. Ce que tu fais qu'avec ces trucs, mais que tu crées vraiment un langage de machine. Ce que fait Novarina quand il invente ses propres langages aussi, que tu inventes ton langage, quoi. Que tu crées ta langue, en fait. Et que tu fais une langue de corps, une langue de voix, une langue de cœur. Et c'est en ça que ça va devenir intéressant. Parce que sinon, ça ne l'est pas. Déjà, pour là où commencer un peu pour le cœur, il y a l'idée que chaque mot, en fait, il y a une intonation tonique au début de chaque mot. Ça fait
foot, tu m'as toujours vu comme un défaut. Mais c'est un peu compliqué de le faire en cœur, du coup. Oui, mais je me suis peut-être concentré trop sur le cœur pour la langue, et voilà. Mais, en tout cas, que tu penses vraiment à ça, que tu ailles plus loin là-dedans, plus loin. Bah oui, il faut aller plus loin. On va, malheureusement, on va être... Alors, attendez, avant qu'on laisse la salle à Lionel, le poursuivant, je voulais dire pour Iman, Fanny et vous, on n'a pas eu la chance de lire vos textes. Avec Karel, on s'est mis d'accord pour se voir et elle me dira ce qui lui paraît ce qu'elle réflexion et ce que je vous communiquerai. Évidemment, elle ne sera pas entendue en voix, mais enfin, elle a suffisamment de capacité pour se rendre compte dans la parole. D'accord, ça vous convient? Oui. Autrement, tout le monde a eu son